Salut à tous et bienvenue pour le 172e numéro d'Enjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG, aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la victoire du PSG à Clermont face au Clermont Foot. 6-1, 2 doublés, celui de Kylian Mbappé, un doublé de Neymar et un but de, je ne me rappelle plus, du Clermontois qui a marqué, pardonnez-moi, mais il a marqué. C'était en toute fin de première mi-temps. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on est en team restreinte un peu là. Donc j'ai mes deux camarades comme d'habitude. Nicolas Puravo. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, bonjour tout le monde. Ça va bien, merci. Bon, comment ça va en ce jour de premier tour d'élection présidentielle? Bah écoute, ça va mieux que certains, j'espère, et au moins bien que d'autres sans doute, mais ça va. Ok, t'as fait ton devoir de citoyen? Oui monsieur, j'ai voté ce matin avec ma fille. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Mon deuxième camarade, le titulaire indiscutable, Yacine Amnet. Salut Yass, comment ça Salut. va? Salut à tous, ça va, merci. T'as des tout petits yeux, j'ai l'impression que t'as revu le match 6 fois dans la nuit, tellement Non, t'as j'ai été même pas, ébahi par les exploits de la MNN. j'ai même pas revu le match une fois, comme ça, c'est pas à cause de ça. Oui, on va dire que t'es un peu fatigué, ce qui est normal. Un petit peu, ouais. Je montre mon joli maillot, hein. C'est pas un maillot du PSG, c'est un maillot du Pas de club. fan club de Singapour, voilà, qui m'a été offert gentiment par mon ami Stan, que je salue. Donc voilà, c'était pour lui faire un peu honneur et j'ai mis ce joli maillot qui ressemble beaucoup au maillot du PSG avec les couleurs traditionnelles. C'est un très beau maillot. Donc voilà. Il y a des maillots qui arrivent de Singapour jusqu'à Nantes. Par contre, il n'y a pas de livre qui arrive de Nantes à Paris. C'est étonnant. Hein. Ah oui, oh là là, mais non, mais hey, ils vont arriver. Ils vont arriver. Et, t'inquiète pas, j'ai le suivi du colis, il arrive bientôt. Là, je vais te les envoyer. Et je vais t'en envoyer plein en plus. C'est pas juste deux. C'est pour ça qu'il faut attendre. Plein de livres à t'envoyer. T'inquiète pas, Nico. Ils vont arriver à bonne destination. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette victoire, je le disais, du Paris Saint-Germain face au Clermont Foot 6-1 avec un doublé de Kylian Mbappé et un doublé de Neymar. Beaucoup d'absents hier, messieurs. Il y avait pas moins de 8 absents. Sergio Ramos était titulaire hier. Donc je rappelle la composition. Hein. Donnarumma était dans les buts avec une défense centrale Kimpembe, Ramos, Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés droit et gauche. Milieu de terrain, Verratti, Gay, Danilo Pereira et un trio d'attaque Messi, Neymar, Mbappé. Première question, messieurs. Est-ce que vous avez vu un bon match? Est-ce que vous avez pris du plaisir hier soir, Nicolas? Déjà, c'était deux triplés, hein, pas deux doublés. Ah, j'ai dit deux doublés? Bah, c'est deux triplés, pardon. Ça m'a un peu fatigué, moi aussi. Donc, deux triplés, pardon. Donc, c'est bien 6-1, 3 buts pour Neymar, 3 pour Mbappé. Je te laisse la parole, Nico. Écoute, un peu dans la lignée du match contre l'Orient, c'est difficile de s'enflammer sur cette fin de saison. Après, il ne faut pas non plus critiquer systématiquement. Ils ont fait le boulot hier. Ils l'ont plutôt même bien fait avec 6 buts, c'est pas rien. Ça donne encore plus de regrets, ça donne encore plus de frustration de ne pas avoir vu cette équipe à un meilleur niveau quand il le fallait, quand ça comptait vraiment. Là, voilà, ce n'était que Clermont, donc il ne faut pas non plus, faut pas s'enflammer, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais bon, c'est bien. Écoute, au moins ils font le job et ce genre de match, on devrait le voir beaucoup plus souvent dans une saison du PSG. Au moins, voilà, au moins on commence à les voir un petit peu, tant mieux. Mais bon, ça reste une ambiance pesante malgré tout et du mal à fêter tout ça. Et personnellement, en tout cas, j'étais pas sur les champs à 23h avec mon maillot. Hein. Je suis resté tranquillement chez moi et je suis vite redescendu, je vous rassure. Il n'y a pas eu d'euphorie exceptionnelle après ce match. Mais voilà, c'était bien et c'était plutôt agréable à regarder jouer en plus. Voilà, sans Même plus. question. Ouais. Même question, Yacine, sur le match. Est-ce qu'au moins tu as vu un beau spectacle? Après, on rentrera dans le détail. Ouais, c'était bien. Après, encore une fois, c'est toujours par à coup, c'est toujours. Il y a des mots, il y a des temps faibles qui sont vraiment très mal gérés, comme le moment où tu prends ce but et le début de deuxième mi-temps qui est un peu bizarre. Après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que en dehors de la petite salade de regrets, c'est que. Mais en fait, je l'ai tweeté hier soir, mais ça, ces matchs-là, c'est juste, ça devrait être 7 matchs sur 10 en Ligue 1 du PSG.
Voilà, c'est le minimum qu'on attend. Et quand on nous dit qu'on est trop exigeant, mais en fait, on n'est pas trop exigeant. C'est juste normal que cette équipe propose ça. Et encore une fois, la prestation, elle n'est pas aboutie sur 90 minutes. Mais dans tes temps forts, tu fais mal, tu as des occasions, tu joues plutôt simplement. Euh, voilà, quoi. Enfin, c'est ça le problème. Et le problème, les gens pensent que nous, on en veut toujours plus. Mais en fait, c'est juste la norme qu'il devrait y avoir. Et moi, je parle pas du score. Parce que tu peux très bien te retrouver le même match contre Clermont avec un peu moins d'efficacité. Tu vas gagner 2-1, 3-1. Mais en fait, juste dans l'envie déjà d'aller te créer des occasions, d'être plutôt respectueux du jeu, globalement. Mais pour moi, ça devrait juste être ça la norme. Voilà. C'est vrai qu'on peut être frustré, Nico, parce qu'on a vu hier des Parisiens qui ont fait des courses, qu'on fait du pressing assez haut, qui était très rapide à la récupération du ballon quand Dijon avait la balle. C'est vrai que ça laisse beaucoup de regrets. Hein. Déjà, on en parlait déjà le match face à Lorient, et là encore contre Clermont. Comme dit Yacine, c'était pas un match sur 90 minutes incroyable, mais ils ont quand même fait le job et on a vu quand même des belles phases de jeu, Nico. Ouais, ça a bien combiné avec les trois de devant. Après, on retrouve quand même, encore une fois, ces lacunes, offensives du PSG malgré tout. Faut pas dire n'importe quoi. Voilà, on a trois joueurs devant exceptionnels, on le sait, qui sont forcément très au-dessus de la défense de Clermont. Quand ils sont tous les trois dans un soir comme ça, où ils sont plutôt inspirés, où ils combinent bien, ils jouent plutôt simple, et puis en plus, il y a une défense de Clermont qui favorise tout ça. Évidemment que c'est efficace et qu'il ne faut pas bouder notre plaisir de voir ça. Maintenant, on n'a pas vu beaucoup de jeux en triangle sur les côtés, on n'a pas vu de projection des milieux de terrain, on n'a pas vu beaucoup de centres, on n'a pas vu de débordements. Voilà, il faut aussi se rendre compte encore une fois que ce sont beaucoup d'actions individuelles qui se limitent à des exploits entre deux ou trois joueurs qui sont capables de ça. Mais c'est bien de le faire quand même malgré tout. Ça restera de toute manière une saison incomplète, on le sait. Le titre maintenant, il fait plus aucun doute. Ça fait d'ailleurs longtemps que c'est le cas, mais voilà, ils filent vers le titre. Au moins, ils font le job. On peut pas leur reprocher ça aujourd'hui. Voilà, on peut pas être derrière eux tout le temps, leur dire voilà, vous avez gagné 6-1, mais en fait vous êtes des merdes. Voilà, non, bravo à eux, ils ont fait le match qu'il fallait. C'était pas un match non plus fou, mais c'était voilà, comme le dit Yacine, le match qu'on devrait voir beaucoup plus souvent avec le PSG, parce qu'il y a tellement d'écart avec ce genre d'équipe que tu dois effectivement appuyer et faire mal. Maintenant, je vais redire un petit peu ce que je dis la semaine dernière. Moi, j'attends plus grand chose de cette saison, à part que j'ai hâte qu'elle se finisse. Et j'ai hâte qu'on reparte sur une nouvelle année avec, j'espère, d'autres choses sur le terrain, d'autres choses dans le jeu. Mais voilà, encore une fois, on ne va pas les descendre à chaque fois qu'ils vont gagner un match jusqu'à la fin de la saison parce que ça n'aurait pas de sens, même si ça fait du bien, je le comprends, je le conçois. Mais voilà, écoute, hier, ils mettent 6 buts hier, c'est pas anodin. Et maintenant, on va attendre le prochain match contre Marseille qui sera a priori le dernier gros test de la saison. Et peut-être le match qui va permettre, pas de tout pardonner, mais au moins de finir la saison avec un peu moins de colère, de frustration, de tout ce que vous voulez, de tous ces sentiments négatifs. Voilà, il va falloir de toute façon tourner la page à un moment. Donc au moins, voilà, hier, ils ont fait ce qu'il fallait hier. Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. C'est vrai, Yacine, là, on a du mal à s'enthousiasmer malgré une victoire 6-1, des beaux buts, on a vu des belles combinaisons. On va reparler du trio Neymar, Messi et Mbappé. C'est vrai, hein, c'est une fin de saison qui est un peu compliquée, malgré quand même il y a quand même eu une bonne attitude sur le terrain, Yacine. Alors oui, évidemment, c'est un peu trop tard. Il reste 7 journées de championnat maintenant et c'est des matchs qu'on aurait pu, comme tu l'as dit au préalable, hein, depuis le début de saison, normalement, on aurait dû au minimum afficher ce type de prestations. Mais on sent quand même que dans les attitudes, il y a du mieux et peut-être que ça laisse présager. Et je parle notamment de Neymar et de Messi pour la saison prochaine, peut-être de meilleures choses. Ouais, il y a plein de choses en fait. Le truc, c'est que il y a cette idée de dire que malgré tout, en 2019, après l'élimination contre Manchester, la fin de saison, elle est horrible. Là, au moins, bon, ils font le travail. C'est déjà quand même une grande différence. Alors, il n'y avait pas le même écart au classement, parce qu'il me semble que après Manchester, tu es à 20 points d'avance. Ah oui, tu es très loin. Très loin de... Donc, effectivement, c'est encore plus dur, parce que là, tu as 12 points. Les 12 points de match, ça peut aller très vite. Donc, malgré tout, il fallait quand même prendre les quelques points qu'il y avait à prendre là. Mais bon, en tout cas, voilà, ils font le travail, à part le match à Monaco. Ils font le travail. Après c'est sûr que
Le problème du PSG, c'est que effectivement, ça doit être la norme. Comme l'a dit Nico, on va pas s'enflammer alors qu'on est au mois d'avril et que enfin voilà, qu'on voit quelques séquences intéressantes devant. On va pas se projeter non plus sur la saison prochaine parce que en dehors du fait que chaque année on se dit tiens l'année prochaine peut-être machin et tout et il y a pas. L'année prochaine ça va être encore pire parce que l'année prochaine il y a une Coupe du Monde qui arrive entre novembre et décembre. Je sais pas comment ça va être géré en termes de timing, de blessures, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on attend toujours au moins ça du PSG. Et que là maintenant, bah, c'est un peu le moment des regrets, entre guillemets. On se dit, ah, s'ils avaient joué plus souvent, parce que c'est ça le vrai thème de la journée, c'est est-ce que s'ils avaient joué plus de matchs ensemble, plus souvent ensemble, ça aurait été mieux. Dans le papier que j'ai fait après le match, moi j'ai posé plein de questions, c'est est-ce que s'ils avaient joué plus ensemble, est-ce que si Pochettino, parce que hier, je sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines séquences où Danilo est troisième défenseur axial, donc c'est les moments, comme par hasard, où les trois sont plus à l'intérieur du jeu. Est-ce s'ils avaient joué aussi plus comme trois intérieurs un peu libres et les latéraux plus hauts dès le début de saison, ça aurait été autre chose. Est-ce que si le coach avait fait des choix plus tôt dans la saison, ça aurait été autre chose. Enfin bref, il y a plein de petites questions qui, comme d'habitude, te laissent des regrets parce qu'en fait, quand tu reviens sur cette défaite et ce goût amer qu'on a de la fin de saison, parce que c'est la défaite du Real, en fait, elle est encore plus frustrante et amère, c'est que tu as perdu ce match-là sur 15 minutes. Voilà, c'est même pas que tu t'es fait bouffer aller-retour en te disant encore une année, il nous manque quelque chose. Non, t'es éliminé sur 15 minutes. Voilà, donc oui, comme d'habitude, ben, frustration, un peu de déception, un peu d'amertume, un peu d'espoir, mais pas trop. Voilà, c'est l'image du PSG, quoi. Nico, sur le trio offensif, hier, on a vu par séquence, parce qu'encore une fois, c'était pas pendant 90 minutes, mais quand même, soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, ils sont tous impliqués quasiment sur les 6 buts. Est-ce que toi, tu as aimé l'attitude des trois joueurs? Est-ce que il y en a un que tu ressors un peu plus du lot? Qu'est-ce que tu as pensé de Neymar? Parce qu'on sait que tu es très critique envers Neymar, c'est pas ta tasse de thé. Je te rassure, moi non plus. Hein. Comme ça, je te laisse pas tout seul dans la merde. Mais qu'est-ce que tu tires de la soirée d'hier soir au niveau du trio d'attaque, Nico? Bah, je crois qu'il y a trois choses qu'on peut. Enfin, moi, je vois trois choses assez flagrantes. La première, c'est que Mbappé aujourd'hui, il est au-dessus de tout le monde. Ah, puis je dois te laisser, Mou. Je reviens dans une seconde. Vas-y, vas-y. C'est Yacine qui va prendre ta place. Et ben Yacine, c'est toi qui vas répondre à cette question, et puis après Nico répondra. Écoute, moi, il y a encore une fois plein de choses là-dessus. Pour moi, il y a une première chose, c'est qu'effectivement, les joueurs ont l'air de plutôt s'entendre à ce moment-là. Moi, je pense que c'est une question de positionnement. Pour avoir débattu. Yacine, quand tu parles de positionnement, c'est le fait que tous les trois soient assez libres, en fait. Ils interchangent les côtés, ils sont parfois à l'intérieur, parfois un peu plus excentrés. Ouais, parce qu'en fait, pour avoir débattu avec plein de gens qui comprennent pas ce que je veux dire, on me dit, oui, mais toi, tu crois qu'en 8 matchs, on claque des doigts et une équipe, ça se construit et les joueurs s'entendent. Non, j'ai pas dit ça. Sauf que rappelez-vous bien que jusqu'à janvier, je suis gentil, Messi joue côté droit dans un 4-3-3 classique. Donc, à l'arrivée, tu n'as jamais mis en position Messi, Mbappé, Neymar quand il était là, peut-être Di Maria, dans un système où tu les mets justement dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans cette liberté-là, plus à l'intérieur du jeu parce que Messi n'est plus capable de déborder, de rentrer, etc. comme avant. Donc finalement, ouais, ok, on ne met pas juste 5 matchs à trouver des automatismes, mais malgré tout, on ne met pas non plus 8 mois. Moi, oui, c'est ça, parce que oui, bien sûr, parce que Messi est là depuis fin août. Après, il y a eu la blessure de Neymar, il y a eu les voyages, les allers-retours en Amérique du Sud pour Messi. Donc ça, c'est vrai que ce sont des arguments bien sûr. Que peuvent apporter certains supporters et qui sont réels. Hein, c'est factuel, ça, il y a pas de problème. Mais quand même, ils se sont retrouvés quand même à l'entraînement tous les jours, malgré tout. Tu avais quand même le temps d'installer quelque chose. Vas-y, poursuis, Yacine. Voilà, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Neymar, le regret qu'on a, comme d'habitude, c'est que quand il arrive à son 10e match enchaîné, on voit quand même bien que c'est quand même autre chose. Sa qualité de passe, il l'a toujours.
mais on voit dans son comportement, même regardez bien, euh, il est à un moment donné énervé et frustré, mais il disjoncte pas, il craque un peu, mais il arrive à se reprendre. Pourquoi il arrive à se reprendre? Parce qu'en fait, il a des jambes. Et quand il craque complètement, c'est quand il n'a pas de jambes. Parce qu'il sent que c'est le moment où il dégoupille et c'est le moment où il fera plus de différence. Et donc voilà. Et hier, il est très bon, il est très juste. Est-ce que c'est aussi, Yacine, sur le côté dégoupillé ou pas, est-ce que c'est aussi le fait qu'il avait marqué déjà 2 buts, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu peur hein, qu'il prenne une position de carton et qu'il sorte. Et c'est peut-être aussi le fait qu'il avait déjà marqué qu'il s'est amusé avec Mbappé, avec Neymar. C'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il a pas craqué, il a moins dégoupillé. Non, mais ça, sûrement, on le connaît. Hein. S'il y avait 2-2, je te dis pas qu'il n'aurait pas complètement craqué. Voilà, malheureusement, on le connaît, c'est comme ça, c'est dans son caractère. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à 4-1, plus avec 2 buts marqués, oui, c'est peut-être plus facile de revenir ou de redescendre de cette nervosité plus vite. Ça, c'est sûr. Moi, je continue de penser que le problème de Neymar, il est multiple. Il est dans ce que lui fait de ses entraînements, parce qu'on sait que c'est en match qu'il se prépare, Neymar, voilà. Il y a les blessures, et malgré tout, les blessures, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas que de sa faute. Euh, voilà, il y a beaucoup de blessures qui sont dues à des tacles et à des agressions adverses. C'est dû aussi à sa morphologie. Oui, bien sûr, surtout au niveau des chevilles, qui est très fragile, très fine. Bien sûr. Donc tout ça, et encore une fois, ça te laisse des regrets parce que ouais, Neymar avec 10 matchs ou 12 matchs ou 15 matchs dans les jambes. Et d'ailleurs, encore une fois, là, les gens, ils écoutent pas la nuance. Nous, on analyse les matchs chaque semaine. Donc quand Neymar est pas bon, bah, il est pas bon. Et quand il enchaîne 3-4 mauvais matchs, on est obligé de le dire. Malgré tout, on n'attend pas Neymar un match dans l'année. Et en plus, ce match-là, s'il n'est pas performant, du coup, il a raté sa saison. On attend quand même Neymar sur la globalité de la saison. Et moi, rappelez-vous ce que je disais en début de saison. Moi, j'espérais même que ce soit sa vraie bonne saison au PSG parce que à Metz, il est très bon. Et il avait même un comportement un peu de leader. Et à Saint-Etienne, il est bon jusqu'à sa blessure. Donc, le problème, c'est que sa blessure, elle le coupe. Ça, c'est vrai. Tu l'as répété souvent, Yacine, hein, que Neymar est un joueur qui a besoin d'enchaîner des matchs pour, quand il revient de blessure, évidemment, pouvoir retrouver son meilleur niveau. Voilà, donc le problème, c'est que il n'a jamais pu enchaîner. Et il arrive à Madrid, ou contre Madrid, mais en tout cas à Madrid, avec seulement 4-5 matchs dans les jambes. Et on sait que c'est pas assez. Voilà, donc ça te laisse toujours des regrets. On aimerait le voir être capable de jouer 20-25 matchs d'affilée sous le maillot du PSG. Parce que voilà, et après, il y a son positionnement. Évidemment que c'est plus un joueur qui est capable de jouer côté gauche et d'éliminer sur des 1 contre 1 arrêtés comme il le faisait avant. En revanche, plus à l'intérieur du jeu, être capable de se projeter, mais aussi de donner des vraies belles passes parce qu'il sait le faire. Moi, je pense que l'extérieur sur la passe décisive de l'extérieur sur le but de Mbappé, il est juste extraordinaire. Et bien sûr. Et encore une fois, là aussi, je discute avec certaines personnes parce que moi, j'en ai parlé au début d'année. Vous vous rappelez, j'avais dit, ouais, pourquoi pas l'utiliser dans les 3 du milieu. Il y en a qui me disent, oui, mais il faut avoir une grosse activité, faut défendre. Mais moi, je vous le dis, hein, regardez bien les stats. Neymar, dans les gros matchs, il a souvent défendu et récupéré beaucoup de ballons. Je ne sais plus c'est quel match de Coupe d'Europe sur la dernière année où je crois qu'il est dans les 2 joueurs qui récupèrent le plus de ballons. Je crois que c'est contre City d'ailleurs, mais j'ai un doute. Donc, il l'a fait. Le volume de jeu, encore une fois, il l'a quand il enchaîne les matchs. On est d'accord, Yacine, hein, c'est des 3 devant, c'est celui qui décroche le plus, qui va chercher les ballons au milieu de terrain. C'est le seul qui le fait du trio Neymar, Messi, Mbappé. Oui, il y a Messi qui le fait, mais Messi plus un peu, entre guillemets, arrêté pour contrôler le rythme du match. Ouais, ou parfois pour remiser en une touche de balle. Voilà, pour attirer un peu le monde. Lui, il le fait pour venir organiser, etc. Voilà, moi, je continue de penser que on a que des regrets, en fait, avec Neymar. Et sur Messi, Yass, on va aborder aussi le cas Messi, où on a été beaucoup critique envers lui. Et on sent que depuis... après l'élimination face au Real, ça va un petit peu mieux. En tout cas, les 2 derniers matchs, tu sens que dans le jeu,
il est beaucoup plus simple. On a l'impression de revoir le Messi, tu sais, les premières minutes de Messi au PSG où on était un peu agréablement surpris parce que il cherchait pas à en faire trop, il jouait plutôt simple, c'était plutôt efficace. Et là, on retrouve un peu ce côté-là où ça joue vite, à une touche de balle, il cherche constamment Neymar, mais Mbappé, on sent que lui aussi, il est un peu mieux physiquement sans doute, mais surtout dans ses automatismes avec peut-être aussi le milieu de terrain et les attaquants. Oui, ça de toute façon, c'est sûr qu'au fur et à mesure des matchs, quand même, enfin, ils s'entendent de mieux en mieux. Mais moi, j'ai une autre théorie, mais le problème, c'est que j'espère que les gens vont comprendre ce que je vais dire. On mettra les sous-titres si c'est pas le cas. Ouais. Pour moi, en fait, avant l'élimination contre le Real, tout Messi qu'il est, bah, il a besoin de prouver qu'il est capable de gagner au PSG, d'être décisif au PSG. Alors attends, Yacine, je vais profiter que Nicolas revient. On met Messi de côté, comme on était sur Neymar, et je vais donner la parole à. on a fait un. C'est bon? Ouais, alors je précise, hein, pour ceux qui se demandent, je suis dans un magasin là. J'ai fait une vente, excusez-moi. Il y en a qui travaillent pendant qu'il y en a qui se reposent chez eux. J'espère que c'était une grosse vente. Hein. C'était une vente, je peux pas en dire. Ah, il va rien dire, le Nico, il va rien dire. J'aime beaucoup la vitrine qui est derrière toi, on en reparlera juste après. Tu veux Nicolas, avant que tu ne quittes temporairement le podcast, on a longuement discuté de Neymar, du fait qu'il soit bien plus en forme qu'à son retour de blessure il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de son match, de son attitude? Est-ce que, quand même, tu reconnais quand même que depuis Clermont, depuis Lorient, pardon, ça va quand même un peu mieux physiquement sur le terrain et même dans son jeu? Oui, hier, il fait un match très intéressant. J'ai aimé hier sa simplicité, surtout. Il n'a pas cherché à dribbler sans arrêt, et donc ça, c'est plutôt le Neymar que j'aime bien, on va dire, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a aussi des côtés de Neymar que j'aime bien. Après, il a été efficace, que ce soit dans la passe ou face au but. Et si je dois retenir une seule action, c'est peut-être justement la dernière action avec son but, avec cette accélération sur 30-40 mètres, il accompagne Mbappé. Voilà, on retrouve quand même de la vivacité, c'est voilà, moins pâteau, plus intéressant évidemment. Après, maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'était que Clermont. Et moi, Neymar, j'attendais de voir ce genre de prestation il y a 3 semaines à Madrid. Donc, on va pas tout balayer d'un coup et on va pas, sous prétexte qu'il vient de marquer 5 buts en 2 matchs, faire de Neymar le futur Ballon d'Or et ce joueur fabuleux qui manque au PSG. Voilà, moi, je reste malgré tout assez discret et je te relaisse encore. Je reviens. Décidément, ça marche bien le dimanche. Et oui, les amis, c'est un podcast foot et joaillerie. C'est comme ça. D'ailleurs, pour revenir un peu sur Neymar, Yacine, et on reviendra évidemment sur Messi juste après, on va attendre Nico. Il a réagi au micro d'Amazon, où c'était en zone mixte après le match, en disant qu'il était très heureux évidemment d'avoir marqué, il est très heureux pour Mbappé, il est très heureux des passes décisives de Messi, et il reconnaît aussi que malheureusement, voilà, la forme ultime de leur complicité, on va dire, elle arrive qu'au mois d'avril. Il reste 7 matchs. Quand il le dit vraiment sur le ton du regret. Par contre, après, Yacine, c'est là que je voulais t'interroger, c'est qu'en rentrant, il met un post Instagram, alors toujours en rapport à ce qu'avait dit Daniel Riolo dans l'after, sur le fait que parfois, qu'il serait, je mets du conditionnel évidemment, parce que moi, je n'ai pas ce genre d'informations, mais qu'il arriverait parfois, on va dire, légèrement éméché. Et il a remis une photo, je ne sais pas si tu l'as vu sur Instagram, en fanfaronnant, en disant, voilà, j'ai mis 3 buts, j'ai un triplé, puis tu sais, il met à côté une sorte de verre de vin rouge en disant, voilà, j'étais bourré. Ouais. Mais on a l'impression aussi que parfois, voilà, il a du mal à comprendre un peu les critiques. Alors sur ça, c'est normal qu'il réagisse. Hein. Les accusations sont assez graves et ça, je peux le comprendre. Mais globalement, c'est vrai que Neymar, on a l'impression qu'il a du mal à se remettre en question et que normalement, tu vas pas fanfaronner parce que tu as mis un triplé face à Clermont, tu vois. Ouais, je pense que c'est aussi le. Mais tu vois, tu avais fait un truc avec Julien Cazard une fois, il l'expliquait très bien. Je pense que le problème du PSG aussi, il vient de la perception qu'on a du championnat.
quand tu es à Barcelone et que tu bats Gijón ou Séville, Betis, le FC Séville, etc., en fait, on te dit jamais, oui, mais c'est que la Ligue 1. Le Ouais, problème, c'est qu'en France, on te dit toujours c'est que la Ligue 1. Alors, il y a certaines équipes, il faut le dire, hein, c'est à juste titre. Voilà, je regardais le début de Bordeaux-Metz, je ne sais même pas si c'est de la Ligue 1. En fait, on est toujours en fait à attendre plus ailleurs, donc de la Ligue des Champions. Et je pense que les joueurs le savent, le ressentent. Et quand il a du mal, c'est que pour lui, en fait, sur le terrain, et ce qui est vrai, hein, la Ligue 1, ça reste un championnat athlétique ouais. avec de l'impact. Et c'est pas si facile que ça de gagner les matchs. Donc, je pense que c'est aussi une réponse à ça. Ça veut dire que faut arrêter de croire que tous les matchs sont faciles. Il a sûrement pas tort. Je le rejoins pas à 100% parce qu'on peut faire ce qu'on veut. La différence, moi, que je note entre la Ligue 1 et les autres championnats, c'est pas forcément sur le côté plus facile ou plus difficile. C'est surtout sur le côté, tu as des équipes qui jouent euh, quand tu es dans d'autres championnats, qui viennent des fois te poser des problèmes et qui viennent en tout cas chez toi en se disant bah, nous on vient jouer un match de foot. En Ligue 1, voilà, tu as quand même des équipes qui viennent parfois et qui sortent 2 fois de leur camp en 90 minutes. Voilà, c'est plus là-dessus que moi je dis que ça minimise parce que quand tu joues contre. C'est dur de marquer contre des autobus. En tout cas, normalement, tu n'es plutôt pas en danger défensivement, tu vois. Non, Donc, c'est clair. donc voilà, et je pense que les joueurs le ressentent et ces déclarations, elles vont un peu dans ce sens-là. Après, sur le côté bourré et tout, bon, voilà, hein. Il y a des journalistes qui ont tenu ces propos-là, ils sont maîtres de leurs propos. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Enfin, moi, encore une fois, hein, qu'il arrive avec les petits yeux parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, tout le monde le sait, c'est pas un secret. Évidemment, c'est de De toute notoriété façon, c'est publique. même pas un secret parce que lui, il poste à 4 heures du matin, donc comme ça, c'est réglé. Mais tu sais, mais c'est ça le pire, c'est que la photo dont je te parle, là, le post sur Instagram, il le fait en rentrant. Donc j'imagine, ils ont pris le jet privé Clermont-Paris et il devait être 3-4 heures du matin. Et il était Oui, devant un écran, devant un jeu vidéo. Après, il fait ce qu'il veut, le garçon. Hein. Nous, on n'est pas là pour. C'est un grand garçon. Moi, je suis pas son père et on n'est pas ouais. ses parents, évidemment. Simplement, c'est vrai que la vie d'un joueur enfin, d'un sportif de haut niveau, et c'est pas à toi qui va contredire Yacine, c'est pas juste être performant aux entraînements et après tu rentres chez toi et tu fais ce que tu veux. L'entraînement, il continue à la maison, il continue à l'extérieur des terrains. Et enfin, je me rappelle il y a beaucoup de débats en ce moment sur tu sais, les anciennes gloires qui viennent sur l'after. Ils avaient fait un débat comme ça il y a pas très longtemps sur les anciennes gloires qui viennent en Ligue 1 et qui pensent que tout est facile, Mm. etc. T'as des exemples aussi où ça marche, même si c'est pas des anciennes gloires comme Dante, tu vois, qui a 37-38 ans Mm. et qui est plutôt pas mal. Il y a aussi Hilton, hein, Vittorino Hilton, qui a joué jusqu'à 41 ans. Et puis ces mecs-là, ils t'expliquent qu'ils dorment voilà, 10 heures par nuit ou 9 heures Ouais, par bien nuit, sûr. qu'ils font attention à ce qu'ils font. Et on a l'impression que Neymar, il a du mal à assimiler ça, quoi, tu vois. Parce que peut-être aussi, ce que tu disais sur la facilité de la Ligue 1, sur le fait qu'il était 12-15 points d'avance, il y a un problème, Neymar, avec ça, quoi. Ouais, après tu as aussi, malgré tout, le caractère. Je veux dire, Romario, ça n'a jamais été un mec hyper sérieux. Voilà, il était à Ouais. Barcelone, il partait au Carnaval de Rio. Euh, Évidemment, ce que tu veux dire, Yacine, c'est qu'il n'est pas seul dans ce cas-là, et en général, c'est plutôt les joueurs, les artistes qui sont un peu comme ça. voilà, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, voilà, on peut en sortir Eden Hazard, des Nazars. Voilà, il préfère la vie, il préfère le jeu, il préfère s'éclater à côté aussi. Ouais, c'est une façon de voir les choses, hein. Encore une fois, le truc, c'est pas de savoir si tu t'éclates chacun, comme tu l'as dit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Le truc, c'est que si à côté de ça, ça t'empêche d'être performant longtemps sur la durée, bah oui, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que tu as quand même un club qui te paye. Voilà. non, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, on croise les doigts pour Neymar, hein, s'il n'y a pas de blessure, s'il se repose bien cet été, s'il revient avec pas trop de kilos en trop. Je pense qu'il a que 30 ans. Oui, oui, mais Ronaldinho, quand il quitte le Barça, il a 29 ou 30 ans. Ouais, ouais. Quand il part au Milan AC, c'est le début de, voilà, c'est le début de la dégringolade. Même s'il fait des beaux matchs avec Milan, il a toujours des gestes techniques incroyables et tout. Mais c'est pas suffisant. Le temps que Nico Ouais. revienne, on va finir sur Messi, Yacine. Je t'avais lancé sur Messi tout à l'heure. Alors, je sais pas si tu te rappelles de ton propos, mais si tu t'en Ouais. rappelles, tu peux le poursuivre. Donc je disais, en fait, pour moi, le truc, c'est que avant l'élimination, on a un Messi, on a deux Messi. On a le premier, les 3-4 premiers matchs, on avait dit très simple, je donne, je bouge.
Là, j'essaye pas trop de choses. Je joue dans la simplicité, 1 ou 2 touches de balle. Et après, on a Messi. Pas dire qu'il cherche les stats, mais un peu. Voilà, il doit entendre que ouais, il a marqué qu'un but en Ligue 1, on attend plus de lui, qu'il n'est pas décisif, etc. Et puis il y a l'élimination à Madrid, et moi j'ai l'impression que depuis, euh, en fait, en gros, c'est maintenant, bon, on peut jouer au foot. De toute façon, la saison est terminée, et il n'y a plus de chiffres à aller chercher ou pas aller chercher. Et je renvoie à l'interview de Karim Benzema dans l'équipe, qui dit, en fait, à un moment donné, quand tu respectes le jeu, en fait, ça vient tout seul. Bon, je suis content parce que c'est Benzema qui le dit, parce que moi, je l'ai répété plein de fois, mais bon. Ah, je pense que la phrase respecter le jeu, on peut te l'attribuer tellement tu l'as répété depuis le début des podcasts. Ça. Celui qui dit le contraire est malhonnête. Mais c'est surtout de dire respecter le jeu. En fait, quand tu respectes le jeu, comme par hasard, ça vient. Parce que quand tu respectes le jeu, tu fais les bons choix, les bons déplacements, et à l'arrivée, tu es là où il faut. Quand tu surjoues, bah souvent, tu as le geste de trop, le contrôle de trop, la touche de trop, et c'est là que ça vient pas. Bah, je pense tout simplement que là, on regarde l'action du premier but. Non, du but d'Mbappé. Parce que c'est Neymar le premier, du but d'Mbappé. En fait, tu n'es que dans la simplicité. Neymar, il élimine et il donne tout de suite à Messi. Messi, il contrôle, il donne en une touche à Mbappé. Mbappé, il dévie en une touche. En fait, ça, c'est juste, normalement, ce qu'on devrait voir encore une fois, 3, 4 fois, 5 fois par match ou par mi-temps avec le PSG. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire, là. Ils ont joué en 1 ou 2 touches. Mais on voit quand même bien que la différence de qualité technique, ben, quand ils jouent comme ça, tu peux faire ce que tu veux, mettre un bus devant la surface. Tu vois, quand on disait tout à l'heure, justement, l'histoire du bus. Ouais, mais c'est difficile quand il y a le bus. Oui, c'est difficile quand il y a le bus et que tu as un joueur qui veut prendre le ballon, rentrer dans la densité, éliminer 4 joueurs sur 1 m². Mais même si tu mets un bus ou un demi-bus, quand les mecs jouent en une touche de balle, ils se déplacent, ils jouent en 1 ou 2 touches, bah, tu peux mettre tous les bus que tu as envie. À un moment donné, ça explose. Voilà. On sent surtout hier, Yacine, qu'Mbappé arrive à mieux lire le jeu de Messi. Enfin, Neymar, il le connaît, mais surtout de Messi. Et on accueille Jean-Baptiste Guégan. Il est là, avec son maillot. Voilà. Voilà, il avait un déjeuner, donc on lui pardonne, c'est normal, il y avait la famille, etc. Pas de problème, JB, tu nous rejoins. On a voté. Ça va les gars? Et toi? Ça va. Ah, ça va super bien, il fait beau et tout, super, royal. Eh ben écoute, on était en plein débat sur Messi. Il va finir son propos, puis après je te donnerai la parole sur ce que tu as pensé du match d'hier. Vas-y, Yacine. Ouais, je pense qu'ils s'entendent mieux, mais parce qu'en fait, c'est encore une fois, je reviens là-dessus, mais je veux bien qu'on m'explique tout le temps que le système c'est une chose, l'animation c'est autre chose. Mais l'animation, elle dépend quand même un peu du système. Donc, oui, les trois à l'intérieur du jeu, plus proches les uns des autres. On l'avait vu contre Nantes en début de saison, première partie de saison, sur la première mi-temps. Et ça s'était super bien passé. C'était sûrement la meilleure mi-temps du PSG au Parc sur les 6 derniers mois. Et en fait, ils ont besoin d'être proches les uns des autres parce que, on revient vite fait, Messi et Neymar sont plus capables d'éliminer. Et le PSG aujourd'hui n'a plus des milieux de terrain capables en fait de venir compenser le jeu à l'intérieur. Quand tu as Thiago Motta avec Verratti, bah oui, tu peux combiner à l'intérieur. Mais quand tu as Verratti et rien autour, bah, il va falloir trouver des solutions. Et le problème, c'est que s'il faut aller combiner à l'intérieur avec Danilo, Gay, Wijnaldum qui est à l'envers, et de mettre Messi et Neymar complètement excentrés, bah, en fait, tu perds. Là, tu les mets à l'intérieur, et donc c'est avec eux que tu peux combiner plus haut. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je pense qu'il y a évidemment le fait qu'ils ont un peu enchaîné des matchs ensemble, ça c'est clair, mais il y a aussi le fait que le coach n'a rien foutu de l'année et qu'il nous sort le système hybride avec 3 défenseurs, les latéraux plus hauts et ces 3 joueurs-là à l'intérieur du jeu bah, depuis le mois de février-mars, quoi. Voilà. Jean-Baptiste, Yeah. D'ailleurs, il est toujours là. Hein. Magnifique. Ah, Galatasaray. Bon, on a fait une petite interview hier qui est en ligne sur la chaîne YouTube Paris United. Hein. Et encore merci. Pas mal de bons commentaires, les gens ont apprécié, donc c'est cool, ça fait plaisir. Jean-Baptiste, on était un peu sur la réussite hier, depuis l'Orient d'ailleurs, du trio Mbappé, Neymar, Messi. Bon, j'imagine que tu as vu le match hier, il y a eu du spectacle, mais c'est vrai on s'attarde un peu sur le trio offensif. Qu'est-ce que tu as pensé du trio hier soir et si tu devais en dégager un, lequel serait?
Alors moi, j'ai été très agréablement surpris par la capacité qu'ils ont eu à combiner à certains moments. Il y a un moment, par exemple, où Neymar passe la balle derrière son pied d'appui, il lance Messi qui ouvre sur Mbappé, ça donne but derrière. Là, on a vu trois bons joueurs à un vrai niveau de maîtrise, complètement déborder la défense de Clermont. Après, Mbappé, il est de toute façon au-dessus des deux autres, ça c'est évident. Il n'y a pas photo, hier il fait encore une masterclass. Il en a son 20e but, hein, donc il est passé meilleur buteur du championnat devant Ben Yedder. Et je crois qu'il est aussi dans le top 3 en termes de passeurs. Oui. Voilà. Maintenant, j'ai pas le nombre exact. Messi est à 12. À 13, et Mbappé. Voilà. Messi est à 13. Ouais. Ouais, ça doit être ça, 12 ou 13. Voilà. Ce que j'ai vu, moi, c'est un Messi passeur, un Messi qui effectivement fait plus la différence. Hein. Yacine a raison, hein, les deux, ni Neymar ni Messi sont plus capables de faire la diff. Mais en termes de qualité de passe, oh là là, c'est des quarterbacks, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé l'attitude de Messi parce qu'à chaque fois qu'il a pris le ballon, il a fait sur 20 mètres systématiquement la différence par la passe. Pas par le rythme, mais par la passe. Neymar a été assez incisif dans ses prises de balles. On l'a vu se dégager complètement des chichis qu'il avait, c'est-à-dire semelle, tentative de gris-gris. Aujourd'hui, il est plus efficace. Après, la vraie question, et là je suis d'accord avec Yacine, le vrai problème, c'est pourquoi on n'a pas vu ça dès octobre, voire novembre. Qu'est-ce qu'il a fait, Pochettino, à part qui fait le service de bar du BRAC? Rien. Et là, je pense après à sa décharge, Jean-Baptiste, avant que tu n'intègres le podcast, on en parlait avec Yacine. C'est vrai que il n'a pas toujours eu son groupe à disposition. On se rappelle des conditions d'arrivée de Messi avec ses allers-retours permanents en Amérique du Sud, la blessure de Neymar, qui a été absent pendant 2 mois. Donc à sa décharge, c'est vrai que sur le trio offensif, entre les méformes de certains et les blessures des autres, il n'a jamais pu avoir le trio complet, quoi. Après, tu connais mon côté excessif. Hein. Pochettino, moi, il m'a déçu. Et comme tous les amours déçus, par définition, on est intransigeant derrière. Mais c'est vrai que quand tu vois le match de Clermont, quand tu vois le match précédent, tu te dis, ces matchs-là, on aurait dû les répéter. C'est-à-dire qu'on dise beaucoup de choses, qu'on retienne énormément d'éléments en faveur de Pochettino. D'accord. Mais en attendant, le matos, tu l'avais. Et hier, c'est une bonne équipe de Clermont qui nous a posé des problèmes pendant 20 minutes quand même. Pendant 20 minutes, au retour de la mi-temps, t'es pas confiant. Tu prends un but aussi avant la mi-temps, encore sur une phase de jeu évitable. T'es jamais serein avec cette équipe. Par contre, quand offensivement ça ouvre, que t'as de l'espace et que tu les laisses, que tu les lances, mais c'est un bonheur à voir jouer. Franchement, hier, j'ai kiffé. On a vu des beaux buts, on avait un peu de spectacle. Après, c'était pas sur 90 minutes, c'est ce qu'on disait avant que tu n'arrives. Mais on peut pas d'un côté reprocher au PSG de ne pas jouer ses matchs à fond et quand ils le font dire oui, mais c'est simplement Clermont. Donc évidemment, on est quand même content parce qu'ils n'ont pas lâché et qu'il y a un match très important le week-end prochain. Donc ça, c'est très très important. Je sais pas si vous voulez ajouter autre chose. J'y vais sur Neymar ou sur Mbappé ou sur Très content de ce que j'ai vu hier. Très bien. On va passer sur le match de Sergio Ramos, Yass, qui a été utilisé en charnière centrale avec Presnel Kimpembe. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas été titulaire. Est-ce que tu trouves qu'il a fait un match sérieux? Est-ce qu'il faut le remettre titulaire jusqu'à la fin de saison? Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux au sujet de Ramos, Yassine. Non, mais il a été sérieux, il a été propre. Enfin, regardez bien sa qualité de passe. C'est un autre monde. Il faut dire la vérité. Maintenant, est-ce que je peux le juger sur ce match-là? C'est compliqué parce que Clermont, il joue 20 minutes et c'est pas là que tu vas te dire est-ce que Sergio Ramos il a encore le niveau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en termes d'agressivité, il est toujours là. En termes de jeu avec ballon, jeu long ou jeu court pour dynamiser le jeu, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il faut le mettre jusqu'à la fin de la saison? Moi, je continue de penser que si Marquinhos est là, voilà, peut-être pourquoi pas arrêter ce système hybride du 4-3-3, 3-4-3 avec Danilo qui fait les deux. Et oui, tu veux dire avec ou sans ballon en fonction voilà. Et partir sur une vraie défense à 3 avec Ramos dans l'axe, Marquinhos à droite et Kimpembe. Et puis partir sur 2 milieux, Verratti avec un autre. Voilà, et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout avec. De toute façon, il a 2 ans de contrat. Donc à un moment donné, si tu as besoin de savoir si
tu peux compter sur lui l'année prochaine, ou en tout cas avoir l'espoir de compter sur lui l'année prochaine, va bien falloir qu'il enchaîne. Au moins, tu vas être fixé. Donc moi, je dirais presque que lui, c'est peut-être celui qui doit le plus jouer jusqu'à la fin de la saison. S'il n'arrive pas à enchaîner les 7 matchs, bon, bah, tu sais que faut arrêter. Maintenant, s'il Oui, fait parce les qu'il y a 7 beaucoup matchs, il y a eu beaucoup d'articles sur sa blessure. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus en disant que la carrière de Ramos est terminée, que c'est une blessure qui ne peut pas se soigner. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, Yas? Est-ce que tu as moi, encore un petit peu d'espoir sur Sergio Ramos quand tu le vois jouer ou ouais, c'est vraiment le fait d'enchaîner ou pas les matchs qui... mais moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde parle, mais personne ne sait. Parce qu'il y en a, déjà, tu entends des choses, il y en a qui te parlent d'aponévrose, il y en a qui parlent de problèmes de cartilage. Donc déjà, à un moment donné, va falloir savoir, va falloir être clair. Est-ce que c'est l'aponévrose ou est-ce que c'est le cartilage? Parce que c'est pas déjà la même chose. Donc Ah ça oui, va c'est être pour ça que je compliqué. te posais Au la moins, question. essayez d'avoir au moins les bonnes infos quand vous dites des trucs. Euh, moi, je continue de penser que, quelle que soit la blessure, en fait, il n'y a pas de blessure rédhibitoire. Il y a des blessures qui vont te poser plus de problèmes, mais tu peux toujours t'en sortir. Le truc, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que moi, je pense que il peut très bien enchaîner. Il faut savoir quelle est la nature de sa blessure, etc. Maintenant, pour le savoir, il reste 7 matchs. Moi, je le ferai jouer les 7 matchs. S'il n'est pas capable d'enchaîner les 7, c'est pas la peine de repartir l'année prochaine. Il faut qu'on se mette d'accord sur dire stop. S'il enchaîne les 7, bah oui, il y a peut-être espoir qu'ils aient trouvé le remède et que peut-être son année de repos. Parce que je rappelle que le problème, c'est que l'année de repos au Real, c'est pas une vraie année de repos. Parce qu'il prépare le match de Ligue des Champions. Ouais. Il fait le match de Ligue des Champions. Ils sont éliminés, ils s'arrêtent, ils préparent l'Euro. Finalement, il n'est pas pris pour l'Euro. Et là, il décide de se préparer à fond en forçant pour arriver au PSG en forme. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu commences à avoir un certain âge comme ça et que tu as des blessures, c'est justement là qu'il ne faut pas faire de surentraînement. Il faut Pas bien, forcé, quoi. voilà, faut bien doser tes entraînements pour arriver bien, mais pas pour dire je vais tout exploser. Donc voilà, bref, il y a tout ça à calculer, mais en tout cas, il reste 7 matchs pour voir s'il est capable d'enchaîner. Je profite du retour de Nico entre deux clients. Là, on était sur Sergio Ramos. Nico, si tu veux si tu veux donner ton avis, la question était de savoir si, au vu de son match d'hier, qui était plutôt correct, voire bon, faut-il le titulariser justement pour qu'il enchaîne les matchs et pourquoi pas enchaîner sur la saison suivante, Nico? Ouais, j'ai entendu ce que disait Yacine. Il y a quand même, Yacine, des blessures qui sont malheureusement quelque part qui vont signer la fin d'une carrière. Il y a plein de joueurs qui traînent des blessures. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est un mec comme Van Basten. Voilà, il y a un moment où tu as Oui. quand même des blessures que malheureusement tu peux rien faire et la seule chose qui va effectivement entrer en compte, c'est la résistance à la douleur du joueur et jusqu'au moment où il en aura marre. Ramos, moi j'ai l'impression que ce qu'il fait depuis maintenant presque 1 an et demi, c'est quand même très inquiétant au niveau blessure parce que c'est récurrent, c'est toujours dans les mêmes zones. On en est à 2 staffs médicaux différents qui n'ont pas trouvé la solution visiblement pour régler ça. Même si je pense, comme tu le dis très bien, Yacine, qu'au Real, ils ont vraiment tiré sur la corde avec c'est ce match à Chelsea en fait qui l'a vraiment mis dans le rouge. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Moi je sais pas trop quoi penser de ce dossier. Et effectivement, le tester jusqu'à la fin de la saison, ça me semble déjà être une obligation. Parce que en plus sur le match d'hier, on va être honnête, hein, il force pas beaucoup, hein, il est assez tranquille quand même. Hein, tu sens qu'il a de la marche sur ce genre d'attaquant, donc voilà, je pense qu'il est pas il se met pas dans le rouge. Si déjà il est capable d'enchaîner 7 matchs comme ça en reprenant du rythme, ce serait plutôt un signe positif. Mais si effectivement il y a une rechute dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et que tu te rends compte que dès qu'il y a 2-3 matchs qui s'enchaînent et que ça ne tient pas, bah tu peux pas repartir sur une saison avec un défenseur comme ça qui est censé en plus à la base, je vous rappelle, être un des cadres de l'équipe. Donc ça peut effectivement être une période test pour lui. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est comme ça que les Parisiens vont raisonner, puisque peut-être qu'ils diront aussi, bon, bah voilà, c'est compliqué, mais bon, même si tu te reblesses, bah, on verra l'an prochain si ça va mieux. Tu sais, je vois mal le PSG se séparer de lui cet été, malgré tout. Par contre, sur ce que j'ai vu hier, je maintiens que c'est vraiment le joueur qui manque à cette équipe au niveau caractère, parce que même sur un match comme hier, qui est tranquille, il dégage quelque chose que les autres ne dégagent pas, quoi. Ça, c'est évident.
Et Marquinhos et Ramos côte à côte, je pense que ça pourrait être la meilleure charnière possible pour cette équipe. Mais c'est quand même un problème difficile à régler pour le PSG. On va croiser les doigts pour qu'il enchaîne. Déjà qu'il joue contre Marseille, un match où a priori il y aura un peu plus d'intensité. Et puis on verra ce que ça donne. Mais là, c'est trop tôt pour prendre une décision. De toute façon, je pense que le staff du PSG est plus dans la réflexion également. Moi, je l'ai vu envoyer quelques Clermontois au sol 2-3 fois. T'es rugueux le Ramos, hein. Ça fait du bien de voir des joueurs comme ça aussi. Hein. Pareil, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé toi avec le retour de Sergio Ramos en défense centrale de son match et parler aussi un peu de son avenir? Moi, je l'ai vu faire 2-3 passes très sympathiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cet effectif-là. Tu vois un gars solide. Tu vois un gars qui moi déjà me donnait envie d'être là et de prendre mon billet pour le voir. Ramos, ça reste quand même Ramos, quoi. Alors ok, on est plus sur l'extrême fin qu'autre chose, et puis il a développé une sorte d'art de la rechute. Mais hier, ouais, c'était sympa de le voir à ce niveau-là et de le voir jamais être pris de court. On aurait très bien pu avoir une catastrophe. Hein. Ça n'a pas été le cas. Et moi, j'ai envie de le voir. Alors j'ai envie de le voir sur les 7 matchs. J'ai envie de le voir dans un classico. J'ai envie de le voir avec un vrai niveau d'adversité pour voir si on est face à la fraude que certains nous présentaient ou si on est sur les derniers feux d'un très grand joueur. Et de toute façon, ça peut être que profitable au PSG. On manque de caractère, on manque de cette énergie, de quelqu'un qui est capable d'aller au mastic. On les a pas vraiment, ceux-là. Ouais. Nico, on va faire un petit bond en arrière puisque tout à l'heure, tu n'avais pas pu finir ton argumentaire. On était sur Neymar et Messi. Je crois qu'on était d'abord sur Neymar. Non, je vais faire court, ouais. Je vais faire court pour pas vas-y. en arrière. Je disais juste que sur l'attaque d'hier, moi ce que j'ai vu, c'est que Mbappé il est au-dessus de tout aujourd'hui. Voilà, c'est devenu monstrueux. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai aimé Messi parce que voilà, de la simplicité dans le jeu. Encore une fois, il rajoute pas, il n'est pas dans l'excès de dribble et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis il y a une qualité de passe qu'on peut pas nier. Sur le premier but d'Mbappé, la passe elle est juste exceptionnelle. Ouais. Et puis j'ai aussi encore une fois, et ce que j'ai dit tout à l'heure un petit peu, j'ai aimé le Neymar pareil, qui n'est pas dans le dribble, qui n'est pas dans la provocation tout le temps. Et puis j'ai retrouvé un petit peu du Neymar un peu plus vif sur les appuis, c'est plutôt encourageant. Maintenant, encore une fois, attention, ce n'était que Clermont. Et n'oublions pas que cette saison, voilà, il y a eu Mbappé au-dessus de tout le monde et que les deux autres, c'est des intermittents du spectacle depuis plusieurs mois. Donc je ne vais pas m'emballer. Tant mieux s'ils finissent bien la saison, mais ça ne m'enlèvera pas de l'idée que Neymar particulièrement, mais également Messi, ont raté leur saison et ont plombé beaucoup d'espoir du PSG à mes yeux. Voilà. Mais ça, quand même, Nicolas, je vais quand même isoler l'extrait où tu as dit qu'il avait fait un bon match. Je vais couper à partir du mai. Non, mais comme ça permettra de récupérer quelques followers. C'est pas sûr ça. Je reste avec toi, Nicolas. Pour parler un peu de la gestion des jeunes, on pensait hier avec tous ces absents qu'on verrait un peu plus de jeunes. Alors pas forcément au démarrage, parce que comme l'a si bien dit Yacine, il faut respecter l'algorithme quand même. On peut pas quand même obligé de mettre les CV avant les jeunes. Et en plus hier, Nico, il me semble que même Simon, c'était pas sur la feuille de match. Il n'était pas blessé, c'était vraiment un choix de l'entraîneur. Lui qui est en pleine négociation pour prolonger. Par contre, on a vu le petit Michu et Dinaï Dimbe rentrer. Encore une fois, c'est pas que c'est une fin de saison sans enjeu, parce qu'il y a quand même le 10e titre à chercher, mais c'est vrai que tu pourrais en profiter avec tous les absents que tu as pour donner un peu de temps de jeu aux jeunes. Et encore une fois, ça n'a pas été fait, Nico. Ouais, écoute, je vais essayer d'être positif sur cet aspect-là. J'ai envie de te dire que Pochettino attend d'officialiser le titre pour ensuite rentrer dans une rotation un peu plus forte et titulariser même des jeunes. C'est ce que j'espère. Hier, c'est pareil, voilà, c'est bien qu'il fasse entrer Michu, mais je crois qu'il rentre à la 85e, quelque chose comme ça. Ouais, ça. Donc ça sert à rien, tu vois, encore une fois, ça sert à rien. C'est symbolique, c'est inutile. Michu hier dans un match, mais c'est surtout le match contre Lorient, je trouve. Le match contre Lorient, ils auraient dû rentrer une demi-heure chacun, tu vois. Hier, à partir de la 75e, 80e, il y a 6-1. Bon, c'est pareil, tu peux leur donner un peu plus de temps de jeu, mais voilà, il y a, comme le dit très bien Yacine, il y a l'algorithme à respecter, il y a les statuts, il y a les internationaux, il y a tout ça à faire passer avant les jeunes. Et puis, écoute, maintenant, il faut attendre la saison prochaine, mais j'espère en tout cas que c'est comment
Le dossier jeune, en fait, quand on en parle, j'ai toujours les gens ont l'impression qu'on dit il faut absolument les faire jouer parce que ce sont des jeunes. Non, c'est pas ça. Encore une fois, c'est pas ça. C'est juste que pour savoir s'ils sont bons, on va pas les juger sur 5 minutes tous les 6 mois. C'est pas possible. Ce serait complètement inutile. Enfin, voilà, ce serait pas honnête de faire ça. Donc, quand on dit il faut faire jouer les jeunes, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est qu'on veut voir si ça peut devenir des bons joueurs. Moi, Michu, je l'aime bien parce que c'est la famille quelque part. C'est un voisin, donc voilà. C'est Versailles qui parle plus qu'autre chose. Mais je suis pas en train de dire que Michu, ça va être le remplaçant de Neymar ou de qui tu veux. Je dis pas ça du tout. Je dis juste, si on doit, dans les 2-3 ans, se reposer sur ce genre de joueur en disant, bah voilà, il va progresser, il va être fort, c'est maintenant que tu dois les voir jouer, les gamins. C'est pas dans 4 ans, quand ils auront fait 4 saisons au PSG avec un total de 80 minutes de temps de jeu en 4 saisons. Qu'est-ce que tu veux les juger là-dessus? Donc c'est pour ça qu'on demande des titularisations, ça y est, je le tiens, ou des entrées en jeu, mais un peu plus que 5 minutes. Qu'est-ce que tu demandes pas à un gamin qui rentre à 5-1 en 5 minutes de te montrer des trucs de dingue. Donc elle est là la frustration. Moi je suis pas en train de dire encore une fois que les Titi, on doit se reposer sur eux parce que c'est des super joueurs. Non, moi j'aimerais justement me faire un avis sur eux. Je les ai vus jouer avec les U19 très souvent. Maintenant j'aimerais les voir à l'étage au-dessus. Et là la situation du PSG, elle est vraiment propice à ça. Là il reste 7 matchs. Bon, pas celui contre Marseille, on va le mettre de côté. Derrière tu as 6 matchs où il n'y aura plus d'enjeu, le titre il est acquis, quoi qu'on le veuille ou non, il est déjà acquis le titre. Ben voilà, fais-les jouer pendant 6 matchs, donne-leur du temps de jeu un petit peu, voyons ce qu'ils sont capables de faire. C'est vrai, JB, que la gestion par Pochettino des jeunes, des U19, ceux du centre de formation, elle est assez atypique. Si on compare à Thomas Tuchel, c'est le jour et la nuit. Tuchel, en arrivant, donne pas mal de temps de jeu. Et d'ailleurs, des gamins comme Diaby et Nkunku ont explosé sous Thomas Tuchel, et on voit qu'aujourd'hui ils font une belle carrière en Bundesliga. Il y a d'autres cas de clubs aussi qui font confiance aux jeunes. On a vu Ansu Fati à Barcelone. Je pourrais citer plein d'exemples. Et c'est vrai que Pochettino, on a quand même des bons joueurs de ballon. On parlait de Michu, il y a aussi Simons évidemment. Qu'est-ce que tu penses toi de la gestion par Pochettino des jeunes? Je me souviens avoir discuté de ça avec un entraîneur de Ligue 1 dont je tairai le nom, qui me disait qu'un entraîneur, c'était pas là pour développer des jeunes, c'était là pour gagner des matchs. Et le vrai problème, c'est qu'un entraîneur, ça reste un employé d'un club, et que tu es théoriquement dans une situation où tu dois aussi, en tant que club, imposer une stratégie de développement de tes assets à venir. Ce que font par exemple les franchises NBA, là, toutes celles qui sont en train de tanker, c'est-à-dire qui sont en fin de compétition, elles mettent des jeunes, elles les alignent. Je pense à OKC, mais on a le cas aussi dans d'autres clubs qui n'ont rien à jouer, qui se disent quitte à donner de l'expérience à nos jeunes, mettez nos jeunes pendant 45 minutes, 1 heure, et on voit ce que ça donne. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que le vrai problème, c'est pas tant Pochettino, c'est la direction sportive. C'est peut-être aussi à elle, à un moment donné, de donner des lignes directrices et dire il nous faut 20% de joueurs qui jouent, et tu fixes un cadre à ton entraîneur. Ça reste ton employé, ton entraîneur n'a pas une toute puissance absolue. Et je pense que Pochettino là-dessus, lui, finalement, on l'a laissé faire ce qu'on voulait. C'est le fameux algorithme signé Yacine. C'est peut-être à l'échelon au-dessus, voire à celui encore au-dessus, qu'il faut poser la question. Bon, Yacine, même question, toi en plus qui est coach, directeur technique de Cachan, les jeunes tu connais, c'est ton rayon. Est-ce que c'est aussi le manque de stabilité au centre de formation qui fait que tu peux pas forcément t'appuyer sur les jeunes, ou ça n'a pas de lien de cause à effet, Yass? Si, il y a toujours un lien parce que le manque de stabilité, il ne te permet pas non plus de développer les jeunes sur une certaine philosophie de jeu, etc. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y avait eu l'interview de Cabaye sur un podcast là, de RMC. Oui, sur Scouting, je crois. Ouais, voilà, où il expliquait très bien qu'il n'avait aucun rapport avec Pochettino et que le seul avec qui il avait un rapport, c'était Castellazzi. Castellazzi, le bras droit de Leonardo. En fait, comment l'entraîneur des professionnels ne peut pas avoir un rapport avec le responsable du centre pour savoir qui sont les joueurs susceptibles de pouvoir intégrer le groupe, etc. Ça n'existe pas. Donc Pochettino, là, n'a rien à foutre. La deuxième chose, c'est que sur les jeunes, il y a l'idée, évidemment, comme tu as dit, du centre de formation, mais il y a aussi les supporters. Ce que disait Nico, c'est très marrant parce que c'est très intéressant aussi, parce que il va te dire, quand nous on dit ça, on nous dit, les titis, c'est bon, arrêtez de les gonfler pour rien. Et comme le dit Nico, en fait, si on les voit jamais jouer, à un moment donné, on ne peut pas savoir ce qu'ils valent. Mais par contre,
c'est les premiers supporters du PSG, hein, c'est les premiers à aller regarder des matchs du Bayern parce que Moussiala, ils vont te dire, mais Moussiala, il a 17 ans. Il joue en Ligue des Champions. Bah oui, mais à un moment donné, c'est bien qu'il y ait un coach qui l'a fait jouer. Donc, vous savez qu'il est bon. Des mecs, ils vont te dire, ouais, mais Simon, c'est pas Moussiala. Mais toi, tu le sais que c'est pas Moussiala. Bah, Moussiala, on l'a fait jouer à 16 ans, 17 ans, 4-5 matchs de Bundesliga, 10 matchs, 2 matchs de coupe. Et puis l'année d'après, il rentre en Ligue des Champions la 3e ou 4e journée. Comme par hasard, bah oui, au fur et à mesure, il est bon. Bah ouais, c'est logique parce que tu as l'impression que le planning, il est bien respecté. Il y a un agenda, voilà, tant de matchs, il va y arriver. À l'arrivée, le mec, il est international allemand. Bref, donc voilà, c'est une vraie politique à mettre en place. Maintenant, quand tu recrutes en cours de saison, en milieu de saison et l'été, 33 internationaux, bah oui, c'est aussi compliqué. Et hier, je tweetais, mais c'est là que tu vois le problème. Et JB disait, ouais, est-ce que ça vient du dessus? Moi, je pense que ça vient juste de Pochettino. Parce que hier, quand tu as 4-1, au moment où il y a le changement, il y a 4-1, que Kimpembe sort, on est à la 76e minute. Mais tu peux pas lancer Bichabou. Tu crois qu'il va y avoir 4 buts clairement, ils vont marquer 4 buts parce que tu vas mettre Bichabou. Non, tu mets Kerrer. Ne me dis pas que c'est Nasser ou Leonardo qu'on dit qu'il faut faire jouer Kerrer. Tu vois? Donc c'est un choix de Pochettino. Internationaux, il se dit ouais, moi j'ai pas envie de me prendre la tête en mettant un jeune devant un international. Écoute, Kimpembe il sort, c'est Kerrer. Voilà, stop. Et il a réagi comme ça toute la saison. Et ça, c'est un problème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie politique à mettre en place là-dessus. De dire qu'est-ce que tu fais de ton effectif. Est-ce que c'est 24, 25 joueurs ou 23 internationaux et 4, 5 jeunes? Voilà. Je pense que là aussi, c'est différent que 33 internationaux et 3 jeunes qui viennent s'entraîner quand il y a les rassemblements. Mais dès que tout le monde est revenu, hop, à la cave. Tu voulais ajouter un mot, Nico? Non, c'est exactement ce que vient de dire Yacine. C'est le problème aussi de la construction de l'effectif du PSG. Il y a trop d'internationaux, il y a trop de joueurs avec un statut. Et que tu le veuilles ou non, alors moi, encore une fois, j'ai jamais dirigé un club ou une équipe. Mais tu peux pas non plus occulter qu'il faut gérer ça. Un mec, toi, on va parler de Kerrer. Effectivement, si tu fais pas rentrer Kerrer pendant 2 mois, parce qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, c'est un petit jeune, bah après Kerrer, tu dois le gérer, le problème là. Et puis c'est un actif du club. Kerrer, c'est un joueur aujourd'hui qui peut peut-être valoir 15, 20, 30 millions, je sais pas combien ça peut coûter aujourd'hui un Kerrer. Mais 15, 20. Ouais, j'étais un petit peu. Parce qu'il est international allemand. Hein. Ouais, mais toi, moi, il y a l'inflation des prix en ce moment, donc allez, moi je dis 30, c'est comme ça. Et j'irai pas plus haut. Allez. Mais tu vois, ça aussi, quelque part, tu dois le gérer, ça. Et JB disait, le club doit donner des consignes pour faire peut-être jouer les jeunes, mais peut-être qu'aussi le club, lui, ce qui l'intéresse, c'est plus de pouvoir valoriser un mec comme Kerrer qui est censé partir peut-être cet été qu'un petit jeune que tu vas encore garder encore une saison ou deux et que quelque part, même si tu le vends, tu en tireras beaucoup moins. Donc c'est un équilibre à trouver et ça c'est d'entrée en fait, c'est la constitution de l'effectif du PSG qui est déjà de ce côté-là, elle est pas bonne, elle est pas propice en tout cas à l'éclosion des jeunes, ça c'est une évidence. Après effectivement, aujourd'hui Pochettino, il pourrait avoir le raisonnement de dire moi de toute façon dans 2 mois a priori, je serai plus au PSG. Ils m'ont tous vraiment bien fait chier cette saison avec leurs demandes, leur statut. Ils n'ont pas répondu à mes attentes. Bon, bah maintenant, je vais effectivement donner la chance à des petits jeunes parce qu'ils ont bien travaillé et qu'ils le méritent. Effectivement, il a pas visiblement, il n'est pas du tout dans cette optique. Et lui, il est plutôt dans l'idée de se dire bon, allez, je vais terminer tranquillement la saison. Je vais pas m'inventer des problèmes avec des joueurs et des agents qui vont m'appeler parce que je les fais plus jouer. Et puis voilà, je vais partir tranquille avec le titre de champion. Et puis au revoir, merci pour tout. Mais là aussi, encore une fois, je pense que c'est plus la responsabilité du club, mais pas dans le sens où il faut donner des consignes à Pochettino, mais dans le sens, bah si tu veux faire monter des jeunes plus haut et les valoriser, bah il faut qu'ils aient de la place. Et aujourd'hui, dans cet effectif, il faut être honnête, il n'y a pas de place. C'est vrai, c'est vrai. On verra la gestion la saison prochaine et avec quel coach, parce que je pense que c'est pas un suspense. Pochettino, il y a peu de chances qu'il reste. S'il reste, ce serait vraiment un miracle. Ça voudrait dire que Paris ne veut pas payer sa dernière année. Et moi, je mettrais une pièce sur le Real Madrid. Pochettino à Madrid, ouais, je pense que ça peut se faire. Je sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Je voulais qu'on finisse par Marseille, évidemment, le prochain adversaire. Si vous n'avez plus rien à ajouter sur la rencontre face à Clermont. Jean-Baptiste, c'est peut-être le dernier match à enjeu. Attends, excuse-moi. Ah, vas-y, Yacine. Non, parce qu'il y avait l'action du but de Mbappé. Je voulais absolument qu'on reparle de l'appel de Mendes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tous ces petits mouvements
qui permettent à tout le monde d'être bon. Parce que là, on a beaucoup parlé du trio. Mais par exemple, sur l'action, là, justement, où Messi sert Mbappé, il peut se remettre sur son pied droit parce que comme Mendes fait l'appel dans son dos, en fait, Zedatka, il est entre les deux. Il ne sait pas s'il doit suivre Mendes ou aller sur Mbappé. Résultat, la seconde de réflexion, Mbappé, lui, il pousse le ballon extérieur, il frappe. Et quand je parlais de ça, c'est encore une fois le système qu'on n'a pas vu, parce qu'avec des latéraux très hauts, mais c'est aussi le fait que c'est facile de dire Mbappé, il a des stats, mais le foot, c'est quand même collectif. Et c'est grâce à tous ces mouvements-là qu'une équipe est performante. Voilà. Parfois, des mouvements auxquels on ne fait pas attention. Mais merci pour cette précision, coach Yacine. Mendes, il a beaucoup progressé depuis le début de saison quand même. Par contre, Hakimi fait la même chose de l'autre côté, mais lui, pour que Messi lui en donne une, il faut vraiment qu'il s'accroche. Hein, parce que Messi, en général, c'est Mbappé qui le sert. Messi, après, Mbappé il s'en le sert de l'opposé. bien. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les diagonales qu'il fait Mbappé sur Hakimi pour le servir. Et oui, c'est pour ça que je disais que, étant donné qu'il est boycotté un peu par Messi, c'est Mbappé, quand il peut, il le fait. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que c'est même pas qu'il est. Je crois même pas qu'il est boycotté, mais en fait, les appels d'Hakimi ouvrent tellement de possibilités pour Messi qu'à chaque fois, il repique au centre et à chaque fois, il s'ouvre des belles positions. Hein, c'est efficace. Hein. Mais c'est vrai que de temps en temps, tu aimerais bien qu'il lui en glisse une quand même, juste pour lui dire bon, ça fait 50, ça y est, tu vas avoir une passe, quoi. Il faudrait qu'Achraf l'invite un soir pendant le Ramadan pour rompre le jeûne ensemble, lui faire goûter des spécialités marocaines. Peut-être que l'Argentin sera plus enclin à partager les ballons avec Hakimi. Qu'il aille jouer à gauche, sinon. Oui. Voilà, pour finir ce podcast, je voulais qu'on parle un peu du futur adversaire, et c'est peut-être, je le disais, le dernier match à enjeu, ou quelque chose qui va en tout cas nous intéresser, parce qu'il y a cette rivalité avec l'Olympique de Marseille. Comment tu sens ce match, toi, Jean-Baptiste? Est-ce que t'as pu voir progresser Marseille ces derniers matchs? Ils sont plutôt sur une bonne série en ce moment. Ils sont qualifiés c'est comment s'appelle cette minuscule toute petite Coupe d'Europe conférence? La consolante. Voilà. C'est ça. Oh, Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Marseille qui fait plutôt bonne impression en Ligue 1 cette saison? ils sont capables de tenir 60 minutes, hein. C'est déjà bien. Donc nous, il faut juste qu'on fasse la meilleure qui reste, et après on les rostera. Mais ça peut être aussi l'occasion de les priver de Ligue des Champions, parce que le match, il va être décisif pour eux dans la course, justement pour la seule Coupe d'Europe qui nous intéresse. Les autres, c'est sympa, mais ça passe sur TMC, je crois, au genre de petite chaîne. Le W9, quelque chose comme ça. Moi, j'ai jamais vu le PSG sur W9. Entre les ch'tis et les Marseillais, il y a un truc comme ça. Non, plus simplement, c'est intéressant de voir Marseille jouer avec Sampaoli. Par contre, les Marseillais craquent un peu pour avoir pas mal de Marseillais dans mon entourage. Dès que vous prononcez le mot Sampaoli, ça brille. C'est intéressant de voir Gerson. On a un retour de Payet, il suffit de voir le but qu'il a pu mettre. Mais c'est des joueurs qui ont 60 minutes dans les pattes et qui, sous la pression, craquent souvent. On l'a vu en fin de match face au PAOK. Ça va être intéressant de voir l'opposition de style. On verra aussi qui il y aura dans le but. Est-ce que c'est Mandanda ou est-ce qu'on va avoir le retour finalement de comment il s'appelle? Paul Lopez. Voilà. Paul Lopez. Je pense que l'opposition va être intéressante. Je pense que le PSG de toute façon est au-dessus. Si on fait un match sérieux, on va les battre. D'autant plus qu'on a besoin de leur rappeler à la limite ce qu'on vaut et ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'il y en a un, c'est Kylian qui va être survolté parce qu'il va jouer autre chose. Hein. Il va jouer beaucoup de choses sur ce match-là. Après, avec Sampaoli, il faut pas s'attendre à un match extraordinaire. C'est le duel des Argentins, hein, Pochettino versus Sampaoli, les deux coachs les plus détestés par leur propre club. Ça va être drôle. Sampaoli, je suis pas sûr. Jean-Baptiste, je suis pas sûr qu'il soit détesté par l'ensemble des supporters marseillais. Vraiment. Pour avoir fait pas mal de matchs à Marseille cette année, avoir vu pas mal de potes marseillais là-bas, à un moment donné, juste 3 matchs avant le match contre le PAOK, Sampaoli, c'était compliqué. Hein. Et puis, oui, il y avait même eu un message d'un groupe de supporters qui demandait son départ, mais j'ai l'impression qu'il a mis un peu d'eau dans son vin et qui dans ses compositions, c'est un peu moins folklorique que peut-être en début de saison où, tu vois, il mettait un défenseur central au poste de latéral ou un latéral poste de, je sais pas moi, ailier. Voilà, c'était un peu saugrenu. C'était peut-être dû à ça. Voilà. Après, pour terminer là-dessus, je pense que sur un match entier, on aura le lead, on aura la domination. Ils seront capables de nous poser des problèmes pour en 30 à 45 minutes. Donc sur une mi-temps, s'ils attaquent très fortement, ils vont aussi bénéficier de nos difficultés.
Gerson, je sais pas s'ils récupéreront Milik, mais Milik, c'est un sacré client quand il est en forme. Là, ça va, il est. Milik revient, je crois. Milik revient. Voilà, il reviendra pour le Classico. Et puis un Payet, on n'est jamais à l'abri de rien, notamment sur coup franc. Et puis on a vu que Donnarumma était un peu fragile en ce moment. Donc on prendra peut-être un but. Après, ils sont prenables hein, très largement. Mais je pense que coach Yacine aura beaucoup de choses à nous dire. Yacine, c'est à toi. Oui, je garde Yacine à la fin pour qu'il nous donne un peu les caractéristiques de cette équipe marseillaise. Nico, pareil, hein, même question. Comment tu sens ce dernier match en jeu c'est le dernier match qui sent un peu la poudre pour nous avant de partir en vacances. Qu'est-ce que tu attends de ce classique, Nico? Déjà, je suis sous le choc de savoir que JB passe plus de temps au Vélodrome qu'au parc. Ça, c'est la première chose. Ouais, je vais le souligner. Je suis prof, moi, les gars. J'ai pas d'argent. Hein. Le foot populaire, tout ça. Bon, bah voilà. On a donc un Marseillais qui fait le podcast avec nous, c'est sympa. Centrisme, les gars. Je me cherche un job. Après, alors sur ce match, moi déjà, je vais pas trop parler parce que je sais d'expérience qu'il faut jamais trop parler avant un match. Ouais. Donc je vais rester très raisonnable, très neutre. Donc tu vois, ça prouve que c'est un match que tu attends, Nico. Parce que d'habitude, tu réagis pas comme ça. Celui-là, tu l'attends vraiment. Hein. Ouais, bien sûr. Après, moi, contrairement à JB, moi, j'espère que l'OM va se qualifier pour la Ligue des Champions. Parce que je me régale à chaque fois qu'ils jouent en Ligue des Champions. Donc moi, j'espère pour le coup qu'ils vont se qualifier. Je comprends pas cette envie de les écarter de la Ligue des Champions. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur ce point-là. T'as envie de te marrer, Nico? Ah bah non, mais moi, j'ai passé mes meilleures soirées européennes devant l'OM en Ligue des Champions cette année, hein, de loin. Hein. Donc je comprends pas trop cette espèce c'est même limite de la méchanceté. Donc moi je dis, j'espère que l'OM se sera effectivement qualifié. Après sur le match, oui évidemment, je veux dire des banalités, évidemment que le PSG est largement au-dessus si c'est un grand PSG. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu je pense surtout l'impact physique que les deux équipes vont mettre. Est-ce que les Marseillais vont venir pour rentrer un petit peu dans l'art des Parisiens? Si c'est le cas, est-ce que les Parisiens vont être capables de répondre et puis de jouer un gros match, sachant que la saison, encore une fois, elle est quasiment terminée et qu'ils sont malgré tout, je pense, un petit peu tous en roue libre. Donc ce sera intéressant de voir. Et évidemment, oui, c'est le dernier gros match à vivre. Donc j'espère que ça va être une belle soirée. Et puis si effectivement on peut mettre une fessée à l'OM, on va pas s'en priver. Puis je serai au parc en plus. Donc si Yacine peut me lancer 2-3 petits fours depuis sa tribune de presse, je suis preneur. Yacine, j'en viens à toi. Est-ce que Yacine, déjà, avant que tu me donnes ton avis sur le match en lui-même, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe de Marseille, comment elle joue, quels sont les joueurs qu'il faut craindre, et est-ce qu'on doit craindre aussi le défi physique que va imposer Marseille au PSG? On sait que les Parisiens ont du mal face à des équipes qui mettent un gros pressing ou un gros même pressing physique même. Ouais, après, je trouve que c'est une équipe qui est moins agressive qu'en début de saison, mais qui met toujours de l'intensité dans le jeu. Par contre, elle a des gros temps faibles. Elle n'est pas capable de mettre de l'intensité 90 minutes parce qu'en fait, l'équipe qui joue en ce moment, c'est l'équipe qui a pratiquement le plus joué. Et tu sens il y a peu de turnover en ce moment, Yacine? Ouais, il n'y en a plus beaucoup. Au milieu, il n'y en a plus beaucoup. Devant, il n'y en a pratiquement pas. Il y en a un peu sur les côtés, mais encore, ça dépend. Alors, est-ce que tu peux donner l'équipe type selon toi, Yass, de Marseille? Ouais, après, ça dépend un peu aussi de Rongier et tout, mais Saliba, derrière, le gardien, normalement, c'est Paul Lopez, parce que sa gestion de la profondeur. T'as Saliba, Kaletassar, pratiquement sûr. Enfin, je donne les sûrs, parce qu'après, il y a toujours un ou deux. Oui, bien sûr. Oui. Au milieu, tu auras Guendouzi, Gerson, c'est sûr. Devant, tu auras Payet, c'est sûr. Milik, je suis pas sûr parce que déjà il est pas dans le groupe aujourd'hui. Il a pas joué face au PAOK. Hein. Ouais, il est pas dans le groupe encore aujourd'hui. Il est blessé. Hein. Il est blessé. Voilà, donc je pense que ça va être un peu juste. Mais ils ont l'ex-socialien, enfin j'ai oublié son nom, celui qu'ils ont récupéré là au mercato hivernal. Ouais, par contre. Ouais. Voilà, t'as Bamba Dieng, il y a de quoi faire une équipe qui tient la route et l'intensité. Le truc, c'est que vraiment, c'est une équipe qui n'est pas capable de mettre de l'intensité 90 minutes. Et Paris, on le sait, sur des fulgurances, si tu as un temps faible, ça peut faire très mal en 10 minutes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Marseille a une qualité qui n'aime pas le PSG, c'est que Marseille, ils sont capables de venir te bouger. Et le PSG n'aime pas être bougé. Et ça, c'est plus voir comment le PSG va répondre à cette question. À ce défi un peu entre guillemets, notamment au début de match.
Après, il y a aussi le fait que Marseille va jouer jeudi à Salonique et que le match a le dimanche. Le PSG a une semaine pour préparer le match, pas Marseille. Donc, il va falloir voir dans quel état ils vont rentrer. Est-ce qu'ils vont être qualifiés ou pas? Dans quel état ils vont rentrer physiquement de Grèce. Il y a ça. Et puis, la dernière chose, c'est malgré tout, oui, comme tu l'as dit, c'est le dernier match du PSG qui compte, entre guillemets. Hein. Parce qu'en plus de ça, suivant le résultat de ce soir, tu peux être entre 15 et 18 points d'avance à la fin du match contre l'OM. Donc, tu auras validé le titre. Voilà, après le truc, c'est aussi de se dire que est-ce que Pochettino, comment lui va décider d'aligner son équipe? Moi, je pense réellement que le vrai 3-4-3, avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe et Verratti plus 1, et les joueurs, enfin, et le reste, là, comme on a dit, sur les côtés, etc. Je pense vraiment que tu peux faire très mal à Marseille parce que sur les côtés, en fait, ils ont d'énormes lacunes défensives. Et ça peut faire vraiment très très mal en passant sur les côtés avec Hakimi ou Mendes. Voilà. Maintenant, pour moi, l'interrogation, elle va être aussi dans la gestion, entre guillemets, des émotions. Quand je dis des émotions, ça veut dire répondre à l'agressivité marseillaise, pas par des paroles ou par des coups, mais par du jeu. Voilà. Et comme l'a dit Nico au début, la vérité, c'est que si le PSG se décide à jouer, évidemment qu'il n'y a pas photo. Et le match, il est pour toi. Nico, juste ton avis sur le fait que Paris vient de mettre 10 buts en 2 matchs. Est-ce que Sampaoli peut jouer contre nature et parce que c'est un match aussi qui est important aussi pour lui, non seulement pour la qualification. Pas contre nature, parce que Sampaoli, justement, il sait faire les deux. C'est pas contre nature, c'est pas Bielsa. Ah, tu veux dire qu'il a d'accord, il peut aussi adopter une position plus défensive, il l'a déjà fait. Ouais. Voilà, moi c'était ça la question, parce que tu peux aussi, Jean-Baptiste l'a dit, hein, t'as non seulement faire plaisir à tes supporters et venir battre Paris au Parc des Princes, mais surtout garder toutes tes chances d'être qualifié directement pour la Champions League. Est-ce que tu penses que Sampaoli prendra peut-être un peu moins de risques qu'il le fait d'habitude? Mais ça fait un moment qu'il prend plus de risques, hein, Sampaoli. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a de plus en plus de critiques à Marseille. Le Marseille tout fou qu'on avait vu en début de saison, il a duré 2 mois. Hein. Depuis le mois de... Je sais pas exactement, parce que je ne me cache pas que j'ai pas... Il a été puni 2-3 fois. Voilà, c'est ça. Hein. Et le Marseille complètement déséquilibré, qui se rue à l'attaque et qui se fait percer derrière et qui gagne ses matchs 5-2 ou 5-3, il n'existe plus depuis septembre-octobre. Sampaoli est revenu sur un système beaucoup plus pragmatique depuis un moment. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça marche bien pour l'OM cette saison, mais c'est beaucoup moins spectaculaire. Ils vont pas arriver la fleur au fusil, les Marseillais, à attaquer comme des fous. Faut pas s'attendre à ça. Hein. Ça va être une équipe qui va venir de manière, à mon avis, assez prudente malgré tout. N'oublions pas également que 4 jours avant, ils auront été en Grèce pour affronter le PAOK dans un match qui s'annonce a priori assez bouillant. Ils vont laisser de l'énergie. Ça va être chaud là-bas. Ils auront peut-être une prolongation aussi dans les jambes. Enfin, voilà. Aujourd'hui, le PSG aborde ce match vraiment dans la bonne position. À domicile, il n'y a eu qu'un nul cette saison. Tu vas jouer une équipe qui sera un peu plus fatiguée que toi. Tu es supérieur à tout point de vue. Tu as zéro pression parce que ton titre il est acquis, alors que l'OM, pour le coup, ils sont vraiment à la lutte avec Rennes pour la 2e place. Donc de ce côté-là, Paris est vraiment dans une position idéale. Mais voilà, ce ne sera pas encore une fois un OM qui va arriver en 2-3-5. Non, ce ne sera pas ça. Ça va être le bloc actuel, mais c'est effectivement, comme le dit, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, j'ai pas fait attention, excusez-moi, JB ou Yacine, c'est une équipe qui est quand même très fébrile sur les côtés et que effectivement tu peux lui faire très mal. Par contre, le côté, est-ce que le PSG va jouer à 3 derrière? C'est une blague. C'est fini le 1er avril. Ouais, moi aussi, j'y crois pas. On peut nous faire ça, Yacine. Hein, c'est fini. Hein. On n'y croit plus maintenant. Hein. Donc, non, le PSG jouera en 4-3-3. Hein, ça, c'est sûr. Ah ouais, mais je vous avais prévenu avant le Real et on n'était pas loin. Donc, tu vois. Une dernière question, messieurs, c'est le sujet des supporters. Donc là, ça va jouer au Parc des Princes. On a vu que la relation était très fraîche entre les joueurs et notamment le virage Auteuil, mais c'est même tout le parc. Hier, on a posé la question à Kylian Mbappé après le match et lui a dit qu'il aimerait évidemment contre Marseille avoir le soutien total de ses supporters. Est-ce que selon vous, ça va jouer? Est-ce que vous aimeriez que les supporters mettent entre parenthèses le temps d'un soir et le temps de ce match leur grief envers les joueurs et soutiennent le public à fond? Est-ce que selon vous, ça va être aussi un élément important pour vous, JB?
Moi, j'aimerais un parc bouillant. Après, j'ai vu les deux derniers matchs où il y avait personne et où c'était un silence de mort. Si on peut s'éviter ça dans le cadre du vrai gros match avec la vraie opposition annuelle, ça serait tellement cool. Mais rien que simplement pour les joueurs et puis pour les gens dans le stade et ceux qui regardent, parce que cette fête aussi, c'est cette fête des tribunes là. Est-ce qu'ils auront été capables de se dire que on joue autre chose qu'une énième contestation contre la direction, etc. Je sais pas. Honnêtement, moi j'aimerais que ça bouge et j'aimerais un parc bouillant. Nico? Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, JB, mais c'est pas nouveau, on n'est jamais d'accord de toute façon. Non, moi, je pense que si vous voulez de l'ambiance, il faut inviter les 8000 supporters de Clermont qui ont applaudi plus que leurs propres joueurs, les Parisiens, en fin de match. C'est le seul moyen. Je pense que les supporters, je pense que ouais, les latérales, tout ça, il va y avoir l'ambiance habituelle, il va y avoir des gens qui vont vouloir un petit peu donner de la voix, mais je pense pas que les ultras chantent. Et quelque part, moi, je serais assez d'avis avec eux de toute façon pour pas chanter jusqu'à la fin de la saison. C'est trop facile après 2 matchs de championnat de dire allez, c'est bon, c'est Marseille, on va mettre de l'ambiance parce qu'on n'aime pas Marseille. Le problème du PSG cette saison, il va au-delà de ça. C'est pas de l'instantané. Voilà, il y a une vraie politique sportive aujourd'hui qui est ciblée par les supporters. Et moi, je trouverais plutôt normal que jusqu'à la fin de la saison, ils montrent leur mécontentement. Et c'est peut-être le seul moyen aussi de montrer aux dirigeants que voilà, c'est ce qui s'est passé cette saison. On n'en veut plus. On veut un effectif construit autrement. On veut une politique sportive qui fait un peu moins de place au marketing. Si tu te remets à chanter après 2 matchs de contestation ou 3 matchs parce que c'est Marseille, bah ça n'a pas trop de sens. Maintenant, je sais pas exactement la position des associations, mais les 2-3 échos que j'ai eus, c'est qu'a priori on aura une ambiance encore une fois assez tristounette contre Marseille. C'est en tout cas ce que j'entends. Et malgré tout, tu vas faire le déplacement. Enfin, tu vas faire le déplacement. Ouais, parce que moi j'y vais parce que j'ai mon petit sandwich à la mi-temps, Cassine il m'envoie ses trucs. Ouais, mais j'y vais à la cool, hein. Moi je suis pas en mode moi quand j'y vais, je suis assis, tranquille, je fais pas de bruit, je me lève pas parce que sinon autour de moi ils râlent. Donc non, moi au stade, je suis pas comme ici, je suis calme, hein. Alors, je vais te donner un conseil, Nico. C'est à la mi-temps qu'on mange le mieux au parc. Je sais. Mais attends, je vais chercher une petite pâtisserie sympa, c'est pas mal. Bah, ouais, les hamburgers avec le steak haché et la tour Eiffel, j'y vais le steak haché à 12 €, franchement, moi je l'aime, hein. Il est bon, hein. Bah, Yacine aura la chance d'y être, hein. Il sera au parc dimanche prochain pour Paris United. Même question, Yacine, hein, le rôle des supporters. D'abord, est-ce que tu es d'accord, hein, plutôt avec Jean-Baptiste, plutôt avec Nicolas sur la grève, puis après, tu me diras. Je suis très partagé parce que je comprends tout à fait ce que dit Nico et je suis d'accord avec lui sur l'idée que si tu as décidé de montrer les crocs, entre guillemets, bah, tu vas jusqu'au bout. Maintenant, il y a 2 choses. C'est que le dernier PSG-OM avec du public, il remonte à 2 ans. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, c'était le moment où il y avait la jauge à 5000. Enfin bref, il y avait pratiquement personne dans ça. C'était horrible, la défaite avec. Il parle de la défaite 1-0. Ouais. Donc voilà. Et c'est l'OM. Donc, moi, vous savez très bien. Hein, je connais, Yacine, ton admiration pour ce club, hein, évidemment. Donc, évidemment que j'avoue, avec faiblesse, que moi, je serais prêt à faire une trame pour ce match, parce que ce match, c'est juste pas possible. Je le dis clairement. Je le connais, mon Yass. Je le connais bien. Mais pourtant, tu vois, je suis d'accord avec Nico. Nico a raison sur la démarche de dire. Mais Nico, c'est un rabat-joie. Nico, il est jamais content. Non, mais il a raison sur la démarche. Ouais. Parce que si on je rigole, Nico. Si on veut marquer le coup, évidemment que. Et moi, la seule différence, c'est que Nico dit après 2 matchs de Ligue 1. Moi, c'est pas question de 2 matchs, c'est-à-dire que ce sera après 6 ou 10. C'est juste parce que c'est l'OM, tu vois. Mais je comprends la démarche de dire, puisqu'on a décidé après le Real de boycotter, et ben tu sais quoi, il reste 10 matchs en tout, on va jusqu'au bout. Ça, je comprends. Malgré tout, comme j'ai envie qu'on les ouvre un peu, je me dis qu'avec l'aide du public, ça peut être un peu mieux. Ouais, juste une question, Nicolas, je te pose une question. On est en première mi-temps. Il y a 3-0. Le PSG marche sur Marseille. Les ultras du virage Auteuil rentrent comme ça, comme un seul homme, craquent des fumigènes. Dis pas que ça va te faire peur. Ça va pas te faire plaisir quand même. Alors je vais te dire, moi je pense que ça va être autre chose. C'est qu'au bout de 10 minutes de jeu,
Quand tu as Guendouzi qui va attraper Messi, qui va le découper en deux, ça peut réveiller le stade. Ah, ça, Et c'est là, clair. effectivement, ça peut mettre l'ambiance. Moi, j'y vais pas pour applaudir les Parisiens, de toute façon, quand je vais voir l'OM. Moi, j'y vais j'ai une autre démarche, je vous cache pas. Mais là, je peux pas le dire parce qu'il y a des gens respectables qui me regardent. Mais je vais pas applaudir le PSG. Moi, je vais pour entretenir mes relations avec mes amis marseillais. Oui, et puis D'ailleurs, réviser aussi les noms d'oiseaux, les différentes espèces. Et d'ailleurs, en plus, j'y vais avec mon meilleur ami qui est supporter de l'OM, figurez-vous, et qui est également abonné au PSG parce qu'il aime le beau football. C'est un paradoxe. Donc d'ailleurs, bonjour Eric, il se reconnaîtra. Donc on est côte à côte et j'y vais aussi pour le pourrir, c'est sûr. Il faut surtout que tu essaies de l'arracher du supporterisme marseillais. Il faut le ramener à la raison. Ça, on pourra pas. Mais par contre, non, mais évidemment que si le match il devient un peu chaud et que si le stade il commence à s'enflammer parce que Marseille tout simplement, bah tant mieux quelque part. Mais je pense pas que ça va commencer avec quand ils vont rentrer à l'échauffement avec des applaudissements, avec des chants. Je pense que c'est peut-être le match en lui-même. Voilà. Si ça devient chaud sur le terrain, si les Marseillais mènent 2-3 coups, je pense que c'est là où ça peut justement mettre une ambiance sympa au parc. Si le PSG se balade et éclate l'OM, je suis pas sûr que ça va mettre plus d'ambiance que ça côté Cup en tout cas. Parce que une dernière chose, ça ramène aussi, imaginons que le PSG effectivement fasse un super match, JB, tu me dis ce que t'en penses, hein, qu'on gagne avec la manière, etc. Est-ce que ça peut, je dis pas sauver la saison, mais est-ce que ça peut sauver peut-être la cérémonie du 10e titre, parce que comme maintenant nous à Paris, on peut plus fêter les titres, on peut plus défiler sur les champs, on défile nulle part d'ailleurs, ni sur les champs, ni sur la vue de la convention, ce que vous voulez. Mais est-ce que ça peut sauver un peu la cérémonie qui y aura au parc pour décerner le 10e titre au PSG, parce moi en tout cas c'est la crainte que j'ai, c'est-à-dire que c'est l'année du 10e titre et qui va peut-être être fêté un peu comme ça à l'arrache, sans ferveur, sans les ultras, etc. Moi, je pense que le désamour est trop profond. C'est-à-dire qu'on n'oubliera pas avec ce match-là, même si c'est une victoire mémorable. Après, tu vois, le bon exemple, c'est la différence entre Yacine, Nico et moi. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur l'attitude à avoir. Je pense qu'on est tous d'accord sur la responsabilité de la direction et le fait qu'il faut que le club le sache et que le rapport des ultras au club est devenu très compliqué. Maintenant, il n'y a pas d'unité. C'est-à-dire que je pense qu'on aura plutôt quelque chose de décevant. Parce que oui, tu vas gagner, peut-être que tu vas faire un match énorme et que tu vas les rouster et que ça va rester pendant 10 ans le match référence que tu vas sortir face à l'OM. Après, il y a eu trop de déceptions européennes, il y a eu trop de déceptions, et surtout cette année, surtout avec le recrutement, surtout avec ce qu'on nous a vendu finalement. Et là-dessus, ouais, tu vas gagner un 10e titre. Mais à la limite, tous les nouveaux supporters qui ont débarqué, qui sont à latéral, et Nico le disait, c'est les gens, honnêtement, entre les touristes et le reste, j'ai l'impression qu'ils regardent des choses à très court terme, mais les vrais, les autres, ceux qui sont là depuis 20, 30 ans, qui se prennent la tête, qui ont froid en novembre, qui sont des ultras, ceux-là, ils oublieront pas parce que t'as battu l'OM, ils feront la fête 5 minutes, mais t'auras toujours le même niveau de distance. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. J'adorais que ce soit une fête ultime, qu'on s'éclate tous, mais j'y crois pas. Et puis, j'aurais pas envie, moi. J'oublierai pas Madrid. Bah, je pense que Nicolas, t'es un peu sur la même longueur d'onde que JB. En fait, le 10e titre, s'il n'est pas fêté comme il se doit, c'est un peu tant pis pour vous et à vous de ressasser ça, de travailler, de revenir avec un meilleur projet. En gros, c'est un peu ça. Ouais, puis après, il y a aussi quelque chose qui existe à Paris depuis que le Qatar est arrivé, c'est qu'il y a, même chez nous, il y a j'aime pas ce mot-là, mais il y a une banalisation des titres quelque part. Les autres supporters souvent reprochent aux Parisiens de fêter une victoire en Coupe de France ou un titre de Ligue 1 de manière complètement neutre parce qu'on s'en fout. On s'en fout pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même la force de l'habitude. Voilà. Je pense pas que le Real a fêté de la même manière sa 3e Ligue des Champions consécutive que la première, tu vois, c'est quelque chose d'humain. Donc déjà il y a ce côté-là. Alors le fait que ce soit le 10e titre, moi personnellement, ça me fait rien. Ça pourrait être le 12e, le 8e ou le 7e. Voilà, pour moi, c'est un titre, voilà, c'est le 10e, très bien, c'est un chiffre symbolique, mais ça me fait rien personnellement. Et puis encore une fois, moi, j'ai toujours pas aujourd'hui réussi à évacuer la frustration de cette saison, qui, comme le dit très bien JB, ça devait être une saison immense par rapport à toutes les promesses et à l'arrivée. C'est pas la défaite, moi, qui me encore une fois, hein, attention, hein. La défaite à Madrid, c'est du sport.
il y avait de toute façon un des gros qui allait sauter. Encore une fois, mais c'est la manière. Voilà, c'est ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est l'absence de jeu, c'est des comportements individuels. C'est tout ça aujourd'hui que les supporters n'ont pas avalé. Et je te le dis, je pense même que si tu bats facilement l'OM en leur mettant une rouste, c'est même pas ça justement qui te donnera une belle ambiance justement. Encore une fois, je pense que pour qu'il y ait une grosse ambiance, il faut que ce soit un match très compliqué, très tendu, avec un petit peu sentiment d'injustice, avec 2-3 bons tacles sur les joueurs parisiens, un truc qui te fait bien monter la sauce. Mais j'y crois même pas à ça. J'y crois même pas parce qu'ils sont tous potes. Tu voyais Mbappé et Guendouzi par exemple en équipe de France. Voilà, ils sont copains, donc il y aura pas ces ambiances qu'on a connues. Donc j'ai du mal à imaginer un match une grosse ambiance au parc. Là, je vois très peu de raisons pour que ça puisse arriver. Mais après, comme vous le dites très bien, il y a pas d'unité aujourd'hui dans le virage du Cub. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va bien voir. Mais bon, en tout cas, en attendant, comme le dit Yacine, si on pouvait en mettre une grosse rouste, bah c'est cool. Hein, on prend. Hein. Pour conclure, Yacine, ton avis sur le fait de. Ça ne changera pas la cérémonie. En revanche, une défaite, elle peut vraiment la changer. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce cas de figure. Ouais. En fait, je pense qu'une victoire, elle ne changera rien au fait que tout le monde boude. Mais par contre, une défaite, je pense qu'il ne vaut même pas la faire. Là, je pense que les entraînements ils vont être délocalisés. Là. Ce sera plus le camp des loges. Là. C'est clair. Donc voilà, après, comme l'a dit Nico, oui, il y a un peu le match qui peut faire inverser la tendance, enflammer un peu les gens, créer de la nervosité autour de tout ça et donc un peu d'émotionnel qui rentre là-dedans. Mais oui, ouais, on est un peu tous à bout et voilà. Et c'est vrai que comme l'a dit Nico, l'espoir du début de saison. En fait, l'écart entre l'espoir du début de saison et ce qui s'est passé sur le terrain tout au long de la saison avec en apothéose Madrid, en fait, c'est pour ça qu'aussi tout le monde dit c'est la pire équipe de l'RQSI, c'est le pire entraîneur de l'RQSI. Finalement, on ne sait pas trop, parce que la première année, est-ce que c'était meilleur que ça? Je ne sais pas. Mais finalement, la première année, on n'attendait rien. C'était tout nouveau. Tu avais encore Néné, Ménez, Pastore devant. Tu vois, il n'y avait pas de gros cracks. C'était pas... Là, l'écart, il est tellement énorme que ouais, tout le monde est dégoûté. Donc, je pense que moi, je rejoins un peu tout le monde. C'est-à-dire que la victoire, bon, voilà, elle calmera un peu tout le monde, entre guillemets, mais elle ne changera rien aux festivités. Par contre, la défaite, il vaut mieux l'éviter, je pense. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. On verra quelle ambiance il y aura dimanche prochain. Puis de toute façon, on se retrouvera le lendemain pour débriefer le match, puisque le lendemain, c'est férié, il me semble, hein, non? C'est le lundi de Pâques. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, on se retrouvera pour débriefer et on verra si Paris a fait le job, si Paris a sauvé les meubles ou si on repart sur une énième crise. Et d'ailleurs, je sais même pas si Yacine pourra participer, parce que si Paris perd, je pense qu'il sera le premier, lui, devant le camp des Loges. Il va arriver vers les 4h, 4h30 du matin. Je vais envoyer mon fils, j'ai plus l'âge d'y aller, moi. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné cet après-midi. Alors même si j'étais dans des conditions assez particulières. Merci en tout cas à Nico, malgré le fait que tu travaillais cet après-midi. Tu es quand même là et il faut le souligner. J'espère que tu as fait des grosses ventes. Et pense à moi, hein, si tu pouvais m'envoyer un petit pourcentage, ça serait sympa. Merci en tout cas, Nicolas. Merci. Il est pire grâce surtout. Ah d'ailleurs, tiens, j'en profite. Vu que j'arrive pas à avoir un livre de Paris United par Mousse, peut-être que j'aurai un livre La République du foot par JB. Je dis ça, parce que je l'ai pas eu non plus celui-là, moi. Ah, tu l'as pas eu non plus? Yacine l'a eu, Mousse l'a eu. Écoute, tu m'envoies ton adresse. Je l'ai pas moi. Sur mon quota à moi. Je l'ai pas moi. Ah si, on t'a envoyé, Yacine. Ah non? Ah si, c'est moi qui fais. Donc, Alors, tu l'as envoyé, mais il l'a pas reçu. Tu l'as pas encore reçu? Ah, je sais pas, faut que je regarde alors. Pas moi qui vais au Moi, je l'ai reçu vendredi. Ouais, il y a très honnêtement les gars, c'est pas pour se la raconter, mais on a vraiment pas mal de succès et on est un peu en galère. Ah bah ok. Non mais il a été envoyé là, il y a pas longtemps. Il a été envoyé il y a 10 jours. En même temps que celui de Mousse. Non, j'ai regardé, mais moi mon facteur il aime le foot. Tu sais quoi, hein, voilà. Non, mais... en tout cas, même s'il est en rupture de stock, hein, courez l'acheter, il est là. Et merci de ta participation, Jean-Baptiste, et merci Coach Yass, qui était fatigué, mais qui était là, qui était présent malgré tout. Qui a le sourire, comme tous les débriefs. Non, merci beaucoup, messieurs. C'est parce que comme j'ai pas de lunettes, j'ai des petits yeux, mais je suis pas si fatigué que ça. Oui, mais Yacine, il y a un problème. Ça fait 4 mois que tu n'as plus de lunettes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un problème avec ma mutuelle. Comment ça? Ils veulent pas te rembourser?
Ben, ça se joue à quelques semaines, mais genre en gros, j'avais le droit à une paire de lunettes tous les 18 mois, je crois, un truc comme ça. Et donc ils veulent pas avancer, ils veulent rien savoir. Bref. Ben, lance un appel, Yacine, il faut lancer un appel. Donc, Par Comme contre, chez Julien Courbet. ça te fait les petits yeux bouffis comme un Neymar, faut que tu fasses gaffe. Hein. ouais, Alors je peux témoigner que c'est pas l'alcool. Ça, c'est pas l'alcool, Non, ça c'est autre chose. c'est vraiment une question de lunettes, mais par contre, si c'est le cas, je vais payer. Tant pis, la mutuelle, laissez tomber, je vais aller chercher mes lunettes tout seul. Non, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, on va trouver on lance un appel. Si parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui bossent pour des mutuelles, si vous pouvez faire un geste pour Yacine. Moi-même, je bosse pour une mutuelle, je dis ça, mais mais c'est celle réservée à l'éducation nationale. Ça pourrait, pour JB, c'est bon. Pour toi, ça. Voilà. Merci à tous. Apparemment, Nico, Salut Nico, salut tout le monde. un dernier client. Allez, bonne semaine. On se dit à lundi prochain. Ciao les gars. Ciao, ciao.